Combien de pourcents du revenu par mois de côté selon toi? Épargne à mort, dépense le moins possible, ne claque pas ta thune dans des trucs à la con, quoi. C'est pas au honneur de dire je te paye tant de l'heure, c'est au coach de dire je suis disponible à tant de l'heure. Tant que les honneurs auront peur de mettre des tarifs à plus de 90 € par mois, c'est sûr que ce sera compliqué. Pour moi, c'est le socle, le cœur et les satellites. Le socle, c'est cette épargne de précaution. Le cœur, on va dire, c'est des placements en action ou des choses assez simples mais qui peuvent être très performantes. Et après, ce que j'appelle le satellite, ça va être du private equity, des cryptos. Ce podcast est rendu possible par nos programmations Level Your. Si tu veux débloquer un mouvement en gym, gagner en force ou combler une lacune dans ton CrossFit, rendez-vous dans le lien en description. Retour au podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone de Podcast. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisqu'on va parler finance avec Charles. Donc pour replacer le contexte, Charles, on se connaît depuis 2015. Ouais. CrossFit Avignon. Donc tu peux avoir 14-15. Donc ça fait comme moi, ça doit faire... Même t'as commencé le CrossFit avant moi, même peut-être. Ouais, ça se voit pas, mais j'ai commencé le CrossFit avant toi. Ouais. Je t'ai eu, je deadlifté plus que toi d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et du coup, on t'a invité aujourd'hui parce que t'étais intervenu sur le week-end des affiliés qui avait eu lieu à Sorgues il y a peut-être 3 mois de ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et t'étais intervenu avec les owners de box sur des questions juridiques et aussi sur du conseil financier. Exactement. Et du coup, c'est quelque chose qui est dur à trouver dans l'industrie du fitness. C'est-à-dire que on peut trouver plein de ressources sur être un bon coach, être plus ou moins un bon gérant de business sur certains modèles. Mais par contre, sur la gestion juridique et financière, c'est plus difficile de trouver des bons conseils. Du coup, c'est pour ça qu'on t'a invité. En gros, essayer de recréer ce que tu as pu faire au week-end des affiliés, mais ici dans le podcast pour que ceux qui n'étaient pas là puissent l'écouter. Ouais, et le diffuser plus globalement. C'est ça. Et c'est quel problème tu as identifié quand tu as fait le workshop? Donc du coup, tu nous expliquais, tu as fait 3 workshops de 1 heure avec les owners. Exactement. C'est ça. Du coup, à la réunion des affiliés de CrossFit France. Et c'était quoi leur plus grosse problématique dans leur gestion à la fois administrative et financière? Ils avaient plein de problématiques, ils avaient plein de questions. Pour commencer, c'était sur le statut social déjà, la forme de la société. Donc en gros, SAS, SARL principalement. Aujourd'hui, tu conseilles quoi par exemple? Moi, je suis SARL. Alors, SAS, ça peut être des solutions dans certains cas, mais je crois que les stats aujourd'hui, c'est peut-être 75 ou 80% des sociétés sont montées en SAS. Et tu peux... Moi, je pense que 9 fois sur 10, c'est un mauvais choix. Tu peux refaire vite fait la distinction entre les deux, très simplement? Bien sûr. Alors, une SAS, tu vas avoir un statut de... C'est pas du salariat. On dit salarié assimilé ou quasi-salarié, parce qu'il n'y a pas de lien de subordination, mais tu as un bulletin de salaire. Et tu payes plus de charges sociales, du coup. Par contre, c'est plus simple. Déjà, si tu ne te payes pas, tu n'as pas de charge minimale. Donc, c'est souvent pour ça qu'on les aiguille là-dessus. Souvent, les comptables vont vous aiguiller là-dessus. Ils vont parfois vous dire aussi que si vous prenez des dividendes, vous n'allez pas être assujetti aux cotisations sociales. Donc, je suis désolé, c'est un peu technique, mais on est obligé d'aborder ce point-là. Donc, ça aussi, si votre comptable vous dit ça, pour moi, il faut changer de comptable. Non, c'est pas que c'est faux, mais il vaut mieux être en SARL avec des dividendes assujettis et privilégier de la rémunération. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas un argument pour faire une SAS. Les arguments de la SAS, ça va être éventuellement si tu vas faire rentrer des associés, parce que tu peux avoir une flexibilité plus grande. Des dirigeants qui vont avoir des problèmes de santé, tu vas être plus facilement couvert en SAS parce que c'est des contrats collectifs plutôt que des contrats individuels. Voilà. Donc il y a certains cas un peu précis. Si tu as une holding, elle peut être présidente de ta SAS, etc. Donc il y a des cas où la SAS peut s'imposer. Je dis pas que la SAS s'impose jamais, mais en tout cas, dans les cas des owners, pour moi, c'est la plupart du temps un mauvais choix. Donc SARL ou EURL, si tu es tout seul, c'est une SARL unipersonnelle. Donc là, tu vas avoir un statut qui est différent, c'est un statut de travailleur non salarié, donc d'indépendant, en gérant majoritaire la plupart du temps. Donc si tu es en EURL, tu es forcément majoritaire parce que tu es tout seul. Et là, tu ne vas pas avoir de salaire, tu vas avoir une rémunération. Donc tu n'auras plus de bulletin de salaire, mais tu vas avoir, donc tu prends ta rémunération en gros, et puis à la fin de l'année avec ton comptable, on va déterminer combien tu as gagné. En EURL, tu auras des charges sociales qui seront inférieures à la SAS. Donc, c'est le principal argument. Et après, certains vont te dire que sur les EURL, donc les SARL, quand tu distribues des dividendes, tu es assujetti aux cotisations sociales, dans la limite au-delà de 10% du capital social, etc. Donc, c'est vrai. Mais c'est un avantage. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est un avantage. Donc, voilà les 2 principales différences. Et alors, il y a 2 choses aussi. Quand tu es en EURL, si tu ne prends pas de rémunération, que tu prends 0, tu as quand même des appels minimum de charges. Donc, c'est aussi quand les gens se lancent
Alors, j'ai pas en tête, je sais pas, ça doit être peut-être 1000, 1200 euros, quelque chose comme ça. Souvent, quand les owners se lancent, ils se disent, bon, ben, SAS, si je me paye pas, je vais pas avoir d'appel minimum. Alors qu'en SARL, donc on leur dit, bah, te mets pas en SARL parce que du coup, tu vas pas avoir d'appel, donc, etc. Et ensuite, il y a autre chose aussi. Donc ça, c'est moins ma partie, mais un argument que je peux entendre moi au début, c'est que par rapport à l'ACRE ou l'AR, Ouais. voilà, il me semble qu'en SAS, tu peux toucher un petit peu plus. Je crois que c'est 70% SARL et 100%. Bon, à calculer, mais voilà, ça peut être des arguments. Mais le problème, c'est que souvent, les gars peut-être se disent, je commence comme ça, je vais changer, mais ils changent pas. Et au final, derrière... Donc, pour une box qui se lance, tu conseilles SARL. Moi, je conseille directement, oui, ou une ERL si tu es tout seul, ou une SARL, en effet, si vous êtes plusieurs. Prévoir ses minima. Donc, c'est sûr qu'il y aura des minima. Après, bon, c'est 1000 euros. Je dis pas que c'est rien, mais c'est pas une somme folle non plus. L'avantage, c'est qu'après, tu n'as pas à changer. Et quand tu es en rythme de croisière et que tu gagnes ta vie, ce qui est quand même, il me semble, le but de tout business. Bon, ça, après, on va en parler justement sur le business du CrossFit et de la réalité économique de tout ça. Mais en effet, quand tu es en rythme de croisière, après, tu paieras beaucoup, beaucoup moins de charges. Donc, Ouais. tu seras vraiment gagnant. Parce qu'après, sinon, il faut retransformer ta SAS en SARL. Enfin, c'est des trucs, soit tu le fais pas, ça prend du temps. Donc l'erreur principale des owners, c'est se dire, je fais une SAS, comme ça, je paye pas les minima. Mais après, une fois qu'ils marchent, ils finissent par payer plus d'impôts parce que... Ouais, mais voilà, on en parlait. C'est comme l'auto-entreprise. C'est qu'après, voilà, tu te limites, quoi. Pour moi, si tu pars dans un business en te disant, je vais pas me payer. Alors après, on en a parlé avec les owners, mais c'est que voilà, après les petites martingales, c'est que les gars font des indemnités kilométriques et il y en avait qui avaient plus d'indemnités kilométriques que de salaire. Et tu vois, tu peux pas te filer 800 balles de salaire et 1500 d'indemnité kilométrique, quoi. Donc, tu peux pas. C'est du bricolage, quoi. Alors voilà, après c'est du bricolage. On fait tous comme on peut. Moi aussi je me suis lancé. Quand t'as pas d'oseille, t'as pas d'oseille. Hein. Donc tu cherches l'argent où il est. Tu te dis les indemnités kilométriques, je vais pas payer de charges. Donc voilà, on fait tous des feintes comme ça. Mais Donc, premier problème, SAS, SARL. ouais. Deuxième problème, bricolage. Ouais, le bricolage. Après, on peut en parler aussi parce que tous les owners, les coachs sont auto-entrepreneurs. Il y a des. Enfin, bon, je me sens que T'en ça- penses quoi de ce modèle Attends, moi, économique? je voulais te demander, toi, dans la vie, donc c'est pas ton activité principale de conseiller des owners. Toi, tu fais du conseil financier pour des grosses entreprises. Des chefs d'entreprise, oui. Alors des owners, pour moi, c'est un chef d'entreprise. Après, Oui, oui. il fait du CrossFit, voilà. Mais je veux dire, mon métier, je conseille pas que des chefs d'entreprise, mais c'est de conseiller des chefs d'entreprise. D'accord. Et Entre sur des boîtes qui sont quel statut? Franchement, j'ai des professions libérales. Ok. J'ai des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Donc, il n'y a pas de... Voilà, moi, je fais juste des gens sympas qui comprennent ce que je fais. Et Donc, qui t'es pas expert comptable, t'es vraiment Non, dans je suis le pas du tout conseil expert financier. comptable. L'expert comptable, c'est quelqu'un qui est primordial. D'ailleurs, tous les owners ont un expert comptable. Hein, si tu veux, ils n'ont pas forcément un conseiller comme moi ou un avocat en droit des affaires ou autre chose. Donc, l'expert comptable, en fait, c'est le premier choix. Donc, on parle de la SAS, de la SRL, mais pour moi, quand vous démarrez votre activité, le premier truc à faire, c'est de trouver un bon expert comptable, disponible, compétent, et qui va vous conseiller dans vos intérêts. Parce que pour moi, en fait, pour eux, la SAS, c'est plus simple de vous faire une SAS. Alors, à une époque, on va remonter pour il y a quelques années, mais à l'époque aussi, c'est que dans les SARL, on était affilié au RSI. Alors vous avez tous 12 ans, donc vous savez pas ce que c'est, mais le RSI, c'est le régime social des indépendants, et c'était un enfer. En fait, ils répondaient jamais au téléphone, ils faisaient des appels à la con, et les experts comptables n'en pouvaient plus. En fait, ils passaient leur vie à gérer des problématiques RSI. Donc du coup, quand tu faisais une SAS, Est-ce que tout le monde dans les SAS? exactement. Donc ça a été aussi un des critères qui a fait, selon moi, que la SAS a explosé, parce que les experts comptables ne voulaient plus s'emmerder avec le RSI. Alors après, le RSI a été absorbé, on va dire, enfin a disparu, c'est devenu le SSI, donc la Sécurité sociale des indépendants. Donc c'est un petit peu mieux, mais bon, malgré tout, les experts comptables continuent à faire ça. Donc, quand vous êtes un owner, au départ, vous aurez que votre expert comptable. Donc c'est lui, en gros, hein, qui va vous dire fais ta SARL, fais ta SAS, pourquoi, comment, non. Donc faites gaffe, si le gars vous dit fais une SAS, il faudra qu'il nous explique pourquoi il faut faire une SAS, parce que moi je sais pas. Voilà, donc il faudrait qu'il agisse dans votre intérêt et pas dans son intérêt. Ok.
Une prochaine podcast, on invite un expert comptable qui propose des... Ouais, mais j'aimerais bien. Il y aurait pu même y en avoir un aujourd'hui. Encore une fois, moi, il y en a beaucoup qui sont très bons. Hein. C'est pas la question, mais. Comment on choisit, tu vois, il y a cette problématique à chaque fois parce que quand t'es honneur, tu te lances, souvent tu viens du coaching, tu vas regarder un peu sur internet un bon expert comptable. Comment tu sais si ton expert comptable il est bon? Parce que c'est comme un coach, tu peux jamais déjà, s'il savoir. propose une SAS, pour moi, c'est Ça va être bon, Après, s'il m'écoute, ils vont m'insulter. Non, mais je sais pas. Ouais, ça, déjà, pour moi, c'est un critère, quoi. Ok. Mais après, encore une fois, le business model, moi, je leur jette pas la pierre. Le business model des experts comptables, bon, là, c'est un métier aussi qui est en pleine mutation, qui va évoluer dans les années à venir et tout, parce que avec l'IA, comme beaucoup de métiers, mais un expert comptable, en général, il a beaucoup de clients. Donc, lui, son but, c'est de faire plus ou moins la même chose avec tout le monde, de pas avoir d'emmerde, de pas être à risque. Donc, et c'est normal quelque part. C'est aussi un chef d'entreprise, quoi. Okay. Donc, c'est compliqué d'avoir un truc quand t'es honneur, tu vas démarrer, tu vas vouloir un truc pas trop cher, un mec qui est dispo, qui est compétent. C'est compliqué à trouver aussi, tu vois. Donc, le kit de démarrage pour un honneur qui lance sa box, c'est déjà SARL, ensuite bon expert comptable. Et ensuite, quand tu as fait ce workshop-là, tu as dû avoir plein de questions, mais souvent de honneurs qui ont une box depuis plusieurs années, et qui te posent, toi, des questions qui peuvent te sembler, tu vois, des questions de départ, quoi. Non, pour moi, il n'y a pas de questions bêtes, mais oui, bien sûr, ils ont plein de questions, mais après, les honneurs, c'est aussi des particuliers, quoi. Enfin, je veux dire, après, j'ai eu plein de questions sur les investissements, sur les placements financiers, sur Instagram, les holdings, parce que SAS et les holdings sur Instagram, c'est un enfer. Enfin, faut avoir sa holding. En plus, quand t'es RSS, t'es président, tu vois. Donc, c'est un peu plus classe que quand t'es gérant. Les gérants, ça fait peu cher. Donc, SAS, t'es président. La holding, c'est la classe à l'américaine. T'as une holding. Mais en fait, 9 fois sur 10, les holdings, elles servent à rien. Enfin, encore une fois, une holding, ça peut être très pertinent dans certains cas. Ça peut s'imposer. Déjà, si tu fais un rachat, par exemple, si tu fais rentrer des fonds, si tu veux faire des régimes mère-fille ou d'intégration fiscale, si tu as des sociétés en dessous, si tu en as qui sont déficitaires, d'autres bénéficiaires, avec l'intégration fiscale, tu vas pouvoir imputer les déficits de celles qui perdent l'argent sur celles qui en gagnent, etc. Donc, la holding, ça peut être un outil formidable. Pour l'immobilier? Ouais, pour de l'immobilier, pour faire des conventions de trésorerie centralisées, pour faire remonter du cash. Si tu as une société qui a du cash, tu vas le mettre dans une autre société qui va faire de l'immo, donc tu vas apporter des fonds propres, etc. Je dis pas que c'est pas pertinent. Mais si tu veux, il y a des gars qui gagnent 18 000 euros par an, ils font 40 000 euros de chiffre d'affaires et ils vont avoir 3 holdings, et machin. Mec, chaque fois, des holdings, c'est des statuts, c'est des suivis comptables, c'est des honoraires. Donc, déjà, gagne ta vie. Solidifie déjà ta base. Après, vous le savez, vous avez la méthodologie. Enfin, je veux dire, tu vois, tu as des fondamentaux comme dans tout, et après, tu construis autour. Mais tu vas pas, voilà. Donc la holding, si t'es honneur de box, ça va être nécessaire si t'as 2 box, par exemple, ou une box et une SCI. Écoute, il y a débat là-dessus sur l'année. Si, je le prends volontiers, mais il faut savoir marcher avant de courir, quoi. Voilà. Donc la holding, encore une fois, si tu me présentes des cas précis, je te dirai ce que j'en pense. Mais je pense que c'est pas le premier truc qu'il faut faire, quoi. Déjà, il faudrait que tu aies ta box. Essaie déjà de gagner plus que ce que tu te payes en ICA, de générer tes trucs, d'avoir un chiffre d'affaires, d'avoir une rémunération. Et après, si tu gagnes ta vie correctement, que tu as du cash dans ta boîte, que tu veux faire d'autres investissements ou quoi, pourquoi pas? Mais après, t'es pas obligé de m'avoir. Moi, j'en ai pas, par exemple. Alors, je dis pas que je détiens la vérité, que je sais tout, mais j'ai mon cabinet qui génère, voilà, ça fait 17 ans que je fais ce métier, je génère du chiffre, j'ai du cash, etc. J'ai pas de holding. Je fais des investissements avec mon cabinet. J'essaye de gagner au maximum ma vie pour aussi avoir de l'argent en perso, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as une holding, ta holding, c'est une personne morale, c'est pas toi. Donc l'argent, il est dans ta holding, mais il est pas dans ta poche. Oui, si tu veux le récupérer, après c'est... Voilà, parce qu'après, il y a un truc... Bon, là, on est en plein... donc là, on peut donner la date, là, du truc? On est... Le 25 février, donc on a les lois de finances et tout, donc il y avait des petits problèmes pour ceux qui ont suivi sur les lois de finances en France et les impôts, etc. Mais depuis, je crois que c'est 2018, ce qu'on appelle le PFU, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux sortir de l'argent à moindre coût, et je pense que ça ne peut qu'augmenter, c'est que mon avis. Donc, selon moi, déjà, il y a plein de gens qui encapsulent, qui gardent de l'argent dans des sociétés depuis des années, qui auraient pu le sortir, selon moi, à bon compte.
en tout cas un meilleur compte que ce qu'ils pourront sortir plus tard. Alors, s'ils ne le sortent jamais, ça va s'avérer être un super pari, un super choix de dire, voilà, moi, tout est dans ma boîte, j'ai investi dans ma boîte, etc. Mais voilà, après, pour moi, il y a la théorie et la pratique. Après, moi, je trouve que c'est quand même cool aussi de basculer de l'argent dans ton patrimoine personnel. Et après, avec ton patrimoine personnel, tu peux aussi faire des investissements. C'est-à-dire que si demain, tu gagnes ta vie, alors en effet, tu vas payer des impôts, tu vas payer des charges sociales, mais tu vas avoir un avis d'imposition qui va être un peu plus sympa. Quand tu vas aller voir des banques, tu vas être un peu plus pris au sérieux. Parce que c'est ce que je disais au honneur aussi, c'est qu'après, alors moi, je suis beaucoup plus vieux que vous, mais après, c'est aussi un business qui est jeune, mais qui vieillit. C'est-à-dire que maintenant, on a des honneurs qui sont un peu plus vieux, quoi. Enfin, je sais pas, la moyenne d'âge, ça peut être folle, mais à un moment, les mecs, alors c'est super, t'as 25 ans, t'es full de testo, tu t'en fous, tu vois. Mais à un moment, tu vas avoir des gamins, tu vas te mettre en couple, tu vas vouloir acheter ta maison. Puis là, tu vas aller voir les banques. Les mecs, ils vont dire, oui, vous avez 800 balles de salaire et 1500 balles d'IK. Ouais, non, on vous prête 80 000 euros. T'es auto-entrepreneur, ils vont te dire, non, on va pas vous suivre, etc. J'ai une holding, ouais, c'est cool. Il y a du cash dessus, ouais, c'est cool. Mais bon, voilà. Donc vous empruntez pour votre résidence principale, mais vous déclarez, je sais pas moi, 15 000 euros par an, 18 000 euros par an. Donc voilà, à un moment donné, il faut aussi raisonner de manière globale. Donc à la base, on fait un business, même si on est passionné pour, je pense, sans être quelqu'un de vénal, mais gagner sa vie. Donc après, la question aussi, c'est quelle est la réalité économique d'une box de CrossFit. Donc, on en parlait sur le prix de l'affiliation qui a augmenté. Alors, maintenant, il y a l'Irox qui arrive au milieu. Mais bon, tout ça, encore une fois, là, voilà, pour le coup, je suis pas honneur. Donc, j'ai pas tous les éléments. Alors, je fais du CrossFit et j'ai parlé avec eux. Donc, je vois à peu près comment ça peut se passer. Mais les marges, la réalité économique, le fait que tous les coachs soient, pour la plupart du temps, donc on l'a dit, auto-entrepreneurs. Alors, il y a peut-être, d'après ce que j'ai demandé, il y a en général peut-être un salarié ou un head coach ou quelqu'un qui est là. Donc, voilà, mais sauf erreur de ma part, je pense que la plupart sont auto-entrepreneurs. Donc, là où il y a un salarié, ça doit être une box sur 4. Hein. L'auto-entreprise, voilà, tu te barres. Alors déjà, l'histoire d'avoir qu'un seul employeur, un seul client, pour moi, c'est limite. Parce que... C'est précaire. C'est précaire, puis je sais pas si c'est trop légal non plus, parce qu'au niveau de l'URSSAF et tout, en fait, tu contournes le droit du travail, hein. Parce que le mec peut se barrer quand il veut, tu peux le virer, entre guillemets, quand tu veux, lui, il peut ne pas venir. Je sais pas, après, voilà, il faut voir, je sais que ce n'est pas exactement les couvertures de l'auto-entreprise, mais je suis pas sûr que tu aies une couverture de fou si t'arrives... T'as 60% de tes revenus déclarés. Déclaré, oui. Et au niveau prévoyant? Alors là, je crois que t'as pas grand-chose. Être une jambe en tant que coach. Non, ça, il faut prendre soi-même une assurance. Je sais pas, j'ai jamais fait d'assurance. Si, en gros, en prévoyant, si tu te pètes la jambe, t'es invalide pendant 30 jours, t'as 60% de ce que t'as déclaré. Ok, ça, il faudra que je creuse le truc. Mais ça reste Je pense pas que ce soit ouf. Ça reste pourri. T'as du chômage, du coup? Non, Voilà. zéro. T'as zéro chômage. Et du coup, tu prends une complémentaire pour les 40% qui manquent. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pas ouf. Alors après il y a aussi la question aussi de la prévoyance. Parmi les questions, pour revenir à ta question Théo, il y a eu des questions là-dessus sur la prévoyance justement des honneurs, contrat de prévoyance, la santé, donc les complémentaires santé mutuelle et la retraite. Qu'est-ce que tu appelles prévoyance exactement? C'est en cas d'arrêt maladie de... Prévoyance, ouais, t'as 3 risques en fait, c'est décès, invalidité, incapacité. Le décès en général, bon déjà tu t'en fous parce que t'es mort, mais on est bien couvert sur le décès. Tu vas être couvert par ton assurance auto, par ta carte bleue, donc c'est pas tellement le risque, c'est pas très très cher en soi de couvrir le décès. Le vrai risque pour moi, c'est l'invalidité. En fait, c'est le fait de ne plus pouvoir exercer ton métier. Parce que l'incapacité, en fait, ça va être forcément temporaire et après tu vas basculer en invalidité au bout de 3 ans. Si tu es invalide, c'est-à-dire que tu peux plus exercer. Donc, moi, le vrai risque, pour moi, il est là. Il faut prendre un contrat pour te couvrir contre ça. C'est-à-dire que tu ne peux plus exercer ton métier. Parce que si tu peux plus exercer ton métier, tu vas plus avoir de revenus. Tu vas plus avoir de revenus, tu vas plus avoir de primes de retraite. C'est avoir de couverture sociale, etc. Donc, il y a des contrats qui existent. D'ailleurs, en EURL, sont pour moi mieux qu'en SAS aussi. C'est des contrats Madelin. C'est un contrat qui va être pris en charge, on va dire, pour faire simple, par ta société. Il sera à ton nom, mais tu pourras le déduire sur ta société. Et ce contrat-là va te couvrir. Donc, si tu as un arrêt de travail, si tu as une invalidité, si tu as un décès, si tu as des enfants, on peut mettre en place des rentes d'éducation pour tes enfants si tu n'es plus là, pour ton conjoint, du capital. Voilà. Ça, c'est un truc aussi qui est très important à mettre en place.
Ça coûte cher aujourd'hui dans une URL ou SARL? Tout dépend du revenu. En fait, si tu veux, quand tu fais un contrat de prévoyance, tu le prends sur une base de garance. Donc, il y a ce qu'on appelle le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette année, c'est 47 100 euros, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont établies chaque année, en fait. Voilà, c'est un pass sur lequel sont indexées pas mal de choses. Et il y a certains contrats de prévoyance qui sont basés là-dessus. Donc, on parle en pass. Donc, on dit t'es couvert pour un pass, deux passes, trois passes. Donc, en gros, tu peux prendre un pass, 47 100 euros. En soi, tu peux ajuster où tu veux, mais pour faire simple. Et donc là, tu couvres 47 100 euros de revenus, par exemple. Donc, c'est-à-dire que si tu es en arrêt de travail, tu vas toucher ce montant-là divisé par 365 tous les jours. Et après, c'est souvent des multiples de cette base de garantie, en fait. x3, mettons, pour le décès, x6, doublement en cas d'accident, rente éducation pour tes enfants. Combien ça coûte un pass arrêt maladie, par exemple, pour Honnêtement, tout dépend. Le contrat de prévoyance, plus tu le prends jeune, moins il va te coûter. Alors après, je vais pas vous faire un cours de prévoyance, c'est un peu compliqué, mais il y a des contrats en âge atteint, en âge à l'adhésion, avec des invalidités fonctionnelles, des invalidités professionnelles, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont un peu techniques. Mais si tu es non-fumeur, c'est moins cher que si tu es fumeur. Si tu as 30 ans, c'est moins cher que si tu as 35 ans. Si t'es une femme. Alors, quoique ça, c'est en train de changer. Mais je sais pas. Alors après, encore une fois, pour moi, il faut prendre un contrat en âge à l'adhésion, pas en âge atteint. Donc, tu vas le payer un petit peu plus cher au départ. Mais il va s'indexer un peu moins vite dans le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait récemment pour des petits montants je sais pas, je te dirais peut-être 50, 60 balles par mois. 65 balles par mois pour autour de 47 000 euros. C'est pas cher. Non, ça c'est pas cher. C'est toujours pareil. Si tu dis... Non, mais un adhérent, c'est un adhérent, en fait, pour nous. Non, mais c'est un adhérent. Pour moi, c'est indispensable. Après, on a des petites fans pour faire baisser le prix. Moi, je fais ce qu'on appelle des franchises longues. C'est-à-dire que je mets un contrat qui va pas se déclencher au bout de 3 mois. Pour que tu payes un petit peu moins cher, et je vais demander à mes clients d'avoir 3 mois de revenus devant eux. Donc ça va aussi les forcer à un peu avoir de l'épargne. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher dans ces contrats-là, c'est d'être vite indemnisé pour l'arrêt de travail, ce qu'on appelle des franchises courtes. Donc moi, je m'en fous quelque part d'être indemnisé au bout de 3 ou 4 jours. Je préfère avoir 3 mois de revenus de côté et me dire que pendant 3 mois, je ne serai pas indemnisé. Parce que du coup, ta cotisation baisse énormément et tu restes quand même couvert pour des risques lourds, donc le décès et l'incapacité, l'invalidité. Il y a un gros problème chez les owners en particulier. Enfin, moi, je le vois beaucoup aux États-Unis et pas mal en France, ça commence à arriver. Ils veulent acquérir leur immobilier. Ils en ont marre de louer au bout d'un moment. Comment on fait quand on a une boîte comme une box de CrossFit, donc tu dégages pas des millions de chiffres d'affaires non plus, pour acquérir justement son local? Alors, le schéma classique, c'est qu'on va te dire de faire une SCI, de t'endetter avec cette SCI et de faire payer un loyer à ta box. Pourquoi pas? Ça n'a pas l'air d'être ta solution favorite. Si, c'est la solution la plus simple. C'est ce que font, la plupart des gens. Alors après déjà, bon ça tu peux le faire. J'ai dit SCI parce que c'est le montage qui est proposé, mais t'es pas obligé de le faire avec une SCI parce que après la SCI c'est pareil. Enfin la SCI. C'est une société civile en fait, ça prépondérance immobilière, mais la société civile ça peut être un outil encore une fois formidable, mais qui ne s'impose pas à chaque fois et qui est parfois proposé alors que c'est pas forcément nécessaire parce que pareil une société civile déjà il faut être 2, donc il faut que tu trouves un associé, il faut créer des statuts, il faut, même si c'est pas obligatoire mais moi je le conseille fortement, un suivi comptable pour matérialiser des comptes courants d'associés, pour matérialiser plein de choses, donc ça fait encore une strate supplémentaire. Donc tu peux aussi acquérir potentiellement ton immobilier, on est dans une salle, tu acquiers le hangar, tu fais un bail avec ta société commerciale et elle te paye un loyer. Alors, ce loyer, il va être imposable. Donc après, tout dépend. Je dis pas que c'est une mauvaise solution, mais tu vas te créer de l'impôt. Et après, donc, si tu as un loyer, ça va être un revenu foncier. D'accord? Donc, le revenu foncier, c'est très fortement imposé. Parce que le revenu foncier, en fait, c'est imposé à l'impôt sur le revenu. Et ensuite, tu vas rajouter les prélèvements sociaux. Donc, 17,2% aujourd'hui. Donc, tu peux vite monter dans les tours et vite arriver à 50%, voire plus d'imposition. Combien ça faisait au total, du coup, d'imposition Ouais, alors. L'imposition, en fait, ça va être donc 30, 41, enfin ta tranche d'imposition peut-être plus bas, plus 17,2%, et après tu as une partie de CSG déductible en N+1 l'année d'après. Bon, bref. Mais grosso modo, on va dire 50%, qui va être une moyenne peut-être 40-50%. Ça, c'est le taux d'imposition. Mais après, il y a la base d'imposition. Et la base d'imposition, elle peut être réduite, d'accord? Parce qu'en fait, toi, si tu encaisses, mettons, 2 000 euros de loyer de ta box, donc x12, ça fait 24, mais tu vas pas être imposé sur 24. Déjà, si tu as fait un prêt,
tu vas déduire tes intérêts d'emprunt. Tu sais que dans un prêt, tu vas pas déduire la mensualité totale. Il y a toujours une séparation intérêt-capital. Donc, en fait, ta banque t'adresse chaque année un tableau d'amortissement, tu peux l'avoir dès le départ, mais un montant des intérêts que tu as payé. Donc, en fait, sur tes, mettons, si on reprend l'exemple, 2 000 € de mensualité de crédit x 12, ça fait 24 000. Là-dedans, tu vas avoir une partie d'intérêt. Cette partie d'intérêt, tu vas la déduire de tes loyers. Donc 2000 d'ailleurs, dans mon exemple, c'était le loyer, c'était pas la mensualité. Mais mettons que tu aies 2 000 € de loyer, tu vas imputer sur ce loyer des charges. Donc, notamment tes intérêts d'emprunt, potentiellement un suivi comptable, et après, d'autres charges. Parce qu'après, le jeu, c'est de voir ce qui est le plus avantageux. Parce que quand toi, mettons, tu es jugé partie, on va dire, c'est-à-dire tu es à la fois propriétaire de l'immeuble, avec ou sans ta société civile, et propriétaire de ta box, tu fais un bail entre toi et toi, grosso modo, ok ? C'est ça. Donc, le délire, c'est de dire qui paye les charges, quoi. Okay. Donc ça, après, c'est aussi un travail de savoir... Là où c'est le plus rentable et là où tu... Exactement. Tu peux avoir aussi, mettons, la taxe foncière. Dire, est-ce que c'est le locataire qui la prend, le proprio, qui la déduit, qui la paye, qui va payer les charges, si je dois refaire des travaux, si je dois faire des travaux d'amélioration. Est-ce qu'il va mieux falloir que je les impute sur ma box ou est-ce que je les passe en déficit foncier sur soit la SCI ou moi si je détiens en direct mon bien. Donc ça aussi, c'est des choses à faire. Et ça aussi, l'expert comptable doit vous accompagner là-dessus, théoriquement. Donc après, il y a des travaux qui sont déductibles, pas déductibles. Les améliorations, les réparations vont l'être. Les agrandissements, les reconstructions ne vont pas l'être. Donc, et c'est toujours rentable, parce qu'il y en a beaucoup qui, en France, on a cette culture d'investir dans la pierre et d'avoir de l'immobilier. Est-ce que c'est vraiment toujours rentable pour une box d'avoir son local ou est-ce qu'il y a des cas où c'est plus rentable en fait de louer? Je pense qu'il y a des cas où c'est plus rentable que louer. Après, c'est l'éternel débat. On l'a aussi sur la résidence principale. Est-ce que j'achète? Est-ce que je loue? Est-ce que je m'endette sur 25 ans et je sors plus, je vois plus mes potes pour avoir une super baraque? Ou est-ce que je loue et je jette mon argent en l'air, ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais après, ça me permet d'avoir une capacité d'endettement et de faire d'autres investissements, etc. Donc là, c'est un petit peu pareil. Tout dépend. Il y a des endroits où les loyers sont très bas. Pour X raisons. Donc, ça peut... En fait, à chaque fois, c'est un calcul. Tu regardes ton loyer, ta mensualité, la rentabilité que tu as. Après, si tu peux louer un palais pour 800 balles par mois et après acheter d'autres trucs, fais-le. Maintenant, si le loyer... il y a des endroits où tu veux être, tu peux pas les louer, tu es obligé de les acheter. Donc, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Loyer bas, tu conseilles de continuer à louer? Je sais pas, encore une fois, il faut tout étudier, mais si le loyer est en effet bas, que tu es content de ton emplacement, tu as de bons rapports avec ton propriétaire, voilà. Après, c'est toujours pareil, il y a toujours les mêmes débats. C'est que c'est pas une vérité générale que tu dois forcément acheter. Non, mais comme toujours, c'est au cas par cas. Ouais. Après, le problème, c'est que, enfin, je sais pas, moi j'ai acheté ma résidence principale. Économiquement, je suis pas sûr que ce soit un choix ultra judicieux. J'ai mis pas mal d'argent dedans. Je suis pas sûr que je vais la revendre plus cher que ce qu'elle m'a coûté, etc. Mais d'un autre côté, c'est là où vont grandir mes enfants. Je suis bien. Est-ce que j'aurais trouvé le même bien à la location? Je sais pas. Donc après, c'est super les finances, l'aspect fiscal, de tout optimiser. Moi, je suis le roi du tableau Excel aussi et tout. Mais à un moment donné, il y a la vraie vie. Et ce que tu veux faire. Donc, le truc, c'est que si t'es owner et que t'es pas propriétaire de ton local, dès que tu vas vouloir faire des travaux, améliorer ton truc ou quoi, tu vois, tu vas te dire, ah putain, je vais faire ça, je vais mettre de la thune perso, je vais enrichir mon proprio, ce con, machin. Donc si t'es chez toi, bah, tu t'emmerdes pas, tu le fais, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un aspect à prendre en compte. Après, t'as aussi l'impression de construire quelque chose quand t'es propriétaire. Et malgré tout, tu dis, je fous pas mon argent en l'air, machin. Même si, encore une fois, c'est pas toujours la vérité. Donc voilà, mais bon, après, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas? Donc j'ai aussi le débat lors des workshops. Les mecs me disaient, bon, voilà, en gros, je disais à quel point tu tiens à être là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre parce que le mec me disait, je veux acheter la box, mais on n'est pas d'accord sur le prix. Donc, en gros, bah, c'est toujours pareil. Qui a le plus à perdre? Qu'est-ce qu'on va faire? Les fameuses ICA, alors? Là, moi, je suis coach auto-entrepreneur, je veux ouvrir ma box. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu disais qu'il y a des gens qui se payent plus en ICA qu'en salaire? Bah parce que c'est pas taxé. Attends, tu peux redéfinir ce que c'est exactement? De quoi, une ICA? Ouais. Alors, une ICA, c'est une indemnité kilométrique. En fait, ça, c'est sur le... Donc ça aussi, c'est un gros truc. Puis en plus, les mecs, en général, on est comme ça aussi. On aime bien avoir des belles voitures. Mais la voiture. La voiture. Voilà. Donc, je suis owner. J'ai ma voiture. Donc, en général, quand tu arrives, elle est à toi. Donc, la question, c'est est-ce que je la fais acheter par ma boîte? Est-ce que je l'achète moi? Et donc, je fais ces fameuses ICA.
Alors après, on peut aussi potentiellement contourner ces ICA. Il y a un truc qui s'appelle le PRK, le prix de revenu au kilomètre, où tu peux un peu sortir du barème, etc. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais on va dire, pour faire simple. En gros, tu détiens ta voiture à titre personnel et ta boîte va t'indemniser pour les déplacements que tu fais avec ce véhicule. Donc, il y a un barème de l'administration fiscale. Tu regardes les chevaux fiscaux de ta voiture et c'est tant du kilomètre. Donc, tu dis, bah, alors, il faut tenir des comptes, hein. Tu dis tous les mois, je suis parti à tel endroit. Tu vas sur Google Maps, tu regardes aller-retour, ça fait 57 kilomètres. Ma voiture, elle est indemnisée à temps, donc je m'indemnise comme ça. Donc, en fait, pas mal de honneurs, mais il n'y a pas que des honneurs. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui se servent un peu de ça pour faire des faux kilomètres et pour se faire un revenu. Parce que tu vas dire, je suis parti là-bas, à droite à gauche, j'ai fait tant de bornes, ça fait tant, et tu te fais un chèque, mettons tous les mois. Tous les mois, tu dis, janvier, j'ai fait, je dis n'importe quoi moi, 2800 bornes. Tu multiplies par ton truc, tu fais un chèque. 2800 €. Tu vois, c'est pas un euro du. Et avec le barème, t'es plus bas que ça. Mais bon, Parce qu'en gros, c'est un moyen de te payer sans payer de charge. Ouais, je suis d'accord. Mais après, les ICA, c'est légal, si tu veux. Et puis, il y a des mecs qui sont très réglo et qui font les vrais déplacements et tout. Moi, les ICA, j'ai rien contre en soi, si tu veux. Le problème, c'est que il y en a beaucoup. Il y en a qui se payent avec ça. Donc, pour moi, alors déjà, quand tu passes des charges sur ta boîte de manière répétée sur une durée assez longue et que tu n'as aucun revenu, c'est pas bien. C'est pas le but, quoi. Voilà. Donc, tu peux pas dire, les mecs se payent 0 et ils se prennent 2000 balles d'ICA, ça fait 4 ans que ça dure, donc le mec paye pas d'impôt sur le revenu, il paye pas de charge, il paye pas d'URSSAF, il paye rien et il se prend ses ICA. Bon. Pourquoi c'est mauvais, ça? Non, mais déjà, légalement, je pense que tu peux pas, je sais pas, je suis pas avocat, j'ai pas les textes en tête, mais je pense, peut-être qu'au début, tu peux un peu passer de charge sur ta boîte parce que tu lances le délire et que c'est normal, mais voilà, mais une fois que tu as du revenu, à un moment, il faut se payer, tu vois, enfin, l'administration, elle va te dire, gars, file-moi, il me faut de l'argent, quoi. Tu peux avec tes ICA et elle rapporte rien, c'est une charge, si tu veux. Donc, l'administration, elle va vouloir que tu payes des cotisations sociales, elle va vouloir que tu payes de l'impôt, elle va vouloir, etc. Toi-même, c'est pour que ce soit viable au long terme. Ouais, mais déjà, puis après, tu vas avoir une banque avec tes ICA, elle va te dire, bon, Michel, c'est pas bon. Donc non. Mais après, tu gagnes ta vie, tu te fais des ICA, c'est un mode de détention de ton véhicule, tu vois. Après, le mode de détention de véhicule, c'est comme le mode de détention de l'immobilier. Pour moi, il faut y réfléchir, quoi. Donc, le mode de détention du véhicule, c'est pareil. Il faut, là aussi, votre expert comptable doit être votre conseiller là-dessus. Est-ce que je l'achète en perso et je fais ses ICA? Est-ce que je l'achète sur ma boîte? Et si je l'achète sur ma boîte, d'ailleurs, ou en perso, est-ce que je fais un LOA, un LLD, un crédit? Est-ce que je l'achète cash? Etc., etc. Tu conseilles quoi, toi? Moi, je pense que moins il y a d'intermédiaires, mieux c'est. Donc, cash. Toi-même, cash avec ton... Alors, Et des indemnités. la voiture que j'ai actuellement, je l'ai achetée cash. C'est un hybride. Celle que j'avais avant, c'était une électrique. Je l'avais louée pour le coup. Mais donc c'est pour ça, pour dire, c'est du cas par cas. Donc moi, globalement, je préfère l'acheter. Ok. Parce que t'es pas limité par, tu dois pas choisir un nombre de kilomètres dès le départ. T'as pas la marge du loueur. Parce que quoi que tu en dises, LLD, LOA, etc. Tu payes quelque chose. Tu t'engages pas sur une durée. Voilà. Par contre, par exemple, ma précédente, c'était une voiture qui j'avais bien fait de la louer d'ailleurs. Il voulait en vendre, donc il y avait des loyers très bas. Donc j'en ai profité, je l'ai pris en plus sur 24 mois, c'était pas une durée très longue. Et j'ai bien fait parce que la voiture, sa valeur résiduelle, elle est tombée au plancher. Okay. Donc du coup, j'ai fait un super coup. Parce qu'à l'époque, je m'étais dit, c'est les voitures électriques, ça peut vite se dévaluer, etc. Et pour le coup, ce modèle-là, il s'était dévalué à mort. C'était un Audi e-tron. Ok. Donc Pardon, excuse-moi. Vas-y. J'avais vu, à une époque, tu faisais des posts un peu sur du conseil financier sur Facebook ou Instagram, je sais pas. Ouais, Facebook, ouais, notamment. Et t'avais dit, la voiture qui est dans vos moyens, c'est une voiture que vous pouvez acheter cash. Exactement. C'était un conseil que tu donnais. Par contre, là, ça c'est clair. Pour les owners, ça c'est ce que j'ai dit lors des workshops, prenez une caisse d'occasion. Enfin, il faut pas fanfaronner avec une caisse. Là, pour le coup, il faut solidifier d'autres trucs. Tu prends une caisse qui a déjà perdu. Après, la question, est-ce que tu l'achètes en pro, en perso, etc. Donc, si tu l'achètes d'occasion, je pense qu'il va te falloir une facture. Donc, peut-être l'acheter à un garage ou quoi. Mais bon, bref, dans tous les cas,
Alors après, il faut faire gaffe maintenant parce que avec toutes les normes, si tu achètes, je pense, une caisse, genre une essence, un vieux modèle, tu vas te faire pulvériser avec le CO2, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Encore une fois, c'est du cas par cas. Mais oui, il faut pas. Enfin, souvent les mecs veulent, ils se disent parce qu'en fait les loyers, c'est ça qui est piège, c'est que les mecs t'attirent avec des loyers ultra bas, mais en fait la caisse elle te coûte une fortune. Ouais. Et ça me saoule en fait, parce que les gars vont acheter des voitures à 50, 60 000 balles juste parce qu'il y a un loyer qui est un petit peu bas. Mais le problème, c'est qu'une voiture, c'est pas déjà que le loyer, t'as des réintégrations comptables. Quand tu vis dans ta box, avoir une voiture à 60K sur son parking, c'est pas... Ouais, mais après, c'est humain. Moi, je comprends. Enfin, j'ai été jeune aussi. T'as envie d'avoir... vous le savez, quoi. T'as envie d'avoir un truc qui claque. T'as pas envie d'acheter une Lada d'occasion qui a 90 000 bornes. En gros, t'as vu ma voiture. mais en fait, c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il faudrait faire ça. Mais... il faudrait faire quoi? Acheter cash une voiture qui est dans tes moyens. Ah ouais. Okay. Ah, si vraiment tu démarres et que tu veux une caisse, oui. Soit tu l'achètes en perso, soit tu l'achètes en pro. Alors, encore une fois, par rapport à ce que je t'ai dit maintenant, aux nouvelles normes et tout, à l'époque, on se posait pas la question, mais... Donc, le leasing, c'est une mauvaise idée, même sur une boîte? Bah, écoute, je l'ai fait, je te dis, pour l'e-tron, parce que j'avais vraiment un loyer ultra bas par rapport au prix de la voiture. Et que c'était une durée courte. Et que c'était une durée courte. Tu l'as pris neuve? Ouais. Ok, donc du coup, déjà, dès que t'es sorti du... Ouais, mais là, avec le LAD, en fait, j'avais fait un truc, j'avais 0 apport. Et franchement, pour une caisse qui valait vraiment beaucoup d'oseille, le loyer était très très bas. Donc c'était un peu un truc exceptionnel. Mais sinon, là, la dernière que j'ai achetée, je l'ai achetée d'occasion. Bon, c'est une belle voiture, mais je l'ai achetée d'occasion, elle avait déjà des côtés. Peut-être à tort, mais je m'en suis investi avec un hybride. Je me suis dit que ça allait moins des côtés. Puis j'avais pas envie de me prendre la tête de choisir des kilomètres, etc., etc. Donc j'ai fait, je l'ai pas acheté cash, j'ai fait un prêt parce que j'avais une capacité d'endettement. Parce qu'il y a aussi ça le délire, c'est que quand t'es quand t'es chef d'entreprise et que tu démarres, alors quoique sur les leasing ils te mettent des conditions aussi, mais parfois les banques te prêtent pas forcément et peut-être que le loueur sera un petit peu plus souple, même s'il te demande, je pense, un petit peu d'ancienneté quand même, mais voilà. Et puis la mensualité de la loc, tu te dis c'est pas énorme. Mais en fait, encore une fois, donc pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que comptablement, c'est pas parce que ta caisse t'as 350 ou ça. Enfin d'ailleurs, les loyers ils ont beaucoup augmenté là avec la hausse des taux, hein, mais donc, enfin pour moi 600-700 balles sur une caisse. Donc déjà ça va te coûter beaucoup plus que ça, parce qu'après t'as des réintégrations fiscales, t'as des avantages en nature. Donc ça ton comptable doit te l'expliquer. Avantages en nature, un amortissement. La voiture, tu vas pas forcément l'amortir sur toute la valeur, donc c'est-à-dire tu vas pas pouvoir la passer en charge totale, on va dire, pour faire simple. Donc il va y avoir des réintégrations. Donc en fait, le vrai coût de ta voiture, il est bien supérieur potentiellement, plus l'assurance, plus l'essence potentiellement si c'est pas une électrique, etc. Si c'est une électrique, il faut quand même la recharger aussi. Donc voilà, ça, ton comptable doit te filer les infos. Il y a des logiciels, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle Simulauto, c'est RCA, le fournisseur. Donc, tu vois, moi, je suis pas expert comptable, j'ai ça pour mes clients. Il faut que votre expert comptable, il ait un logiciel comme ça. Ou qu'il vous fasse un calcul Excel. On peut le faire aussi, mais il faut qu'il prenne le temps aussi de vous dire, voilà, réellement, ça va vous coûter tant. Et encore une fois, c'est du cas par cas. Mais bon, si t'as pas trop d'oseille et que tu veux pas trop réfléchir, ça, c'est mathématique. Tu prends une caisse qui a déjà des côtés, qui est assez robuste, qui a bonne réputation, qui a une bonne valeur sur le marché de l'occasion. J'en sais rien, moi, une Golf, un truc comme ça. Après, tu peux avoir d'autres problématiques si tu as des enfants que tu veux partir en vacances avec et tout. Il faut aussi, voilà, il y a aussi un aspect sécuritaire aussi. Pour 2000 balles, peut-être qu'il faut prendre une caisse un petit peu mieux pour que tes enfants soient en sécurité, etc. Bon, encore une fois, c'est du cas par cas. Mais oui, ça me semble mathématique. Après, moi, je vois trop même à la boxe où je suis, parce que je parle beaucoup avec plein de gens là-dessus. Bah, ils se disent, je vais prendre, maintenant, même une Peugeot 308 où on fait un truc électrique, quoi, ça vaut 45 000 euros, 40 000 euros. C'est un truc de malade, quoi. Et les gars, en fait, achètent ces caisses-là, puis après ils se rendent compte qu'il n'y a pas assez d'autonomie, et puis machin, puis ils sont quillés sur le contrat. Donc tu fais ton LOA, ton LLD, mais que tu peux pas. Au bout de 12 mois, tu te rends compte que c'est pas bon, mais tu t'es engagé sur 48 mois. Enfin bon, bref, c'est pas idéal, quoi. Et puis encore une fois, il y a des intermédiaires. C'est des taux qui sont monstrueux. Si tu fais la renta globale du truc, les gars regardent juste la mensualité, en fait. Des fois, ils oublient même qu'ils ont fait un apport. Je te disais, après un apport de 320 000 euros, j'ai payé 120 euros par mois. Tu dis, ouais, ok. Et le mec a oublié qu'il a mis l'apport. Donc, ça, c'est le à partir de temps par mois. Et après, le mec parle hyper vite à la radio. T'es qui s'y a dit donc, non, il faut pas faire ça. Ça, c'est des postes vraiment à la con, quoi. Qui peuvent te buter. Au niveau du business model, tes salles de CrossFit, quels sont les trous, toi, que tu identifies dans le business model? Est-ce que tu penses qu'il y a des owners qui se loupent sur leur tarification, leurs horaires? Putain, là, je vais pas être bon parce que moi, je trouve que c'est pas cher.
Donc comme je suis très très vieux, j'ai eu le temps d'économiser. Non, je sais pas honnêtement quel est le business model. Alors, vous en avez parlé avec Pascal sur un précédent podcast. Il y a aussi le nombre. Il disait qu'il arrivait à coacher potentiellement 24 personnes, machin. Bon, moi, au début, on m'avait vendu le CrossFit comme étant, on est genre 8. Et je crois que vous aviez fait un autre podcast d'ailleurs il y a quelques... Ouais. On a eu des avis très contraires. Voilà, sur c'est ce ça. Après, Pascal, je vois ce qu'il veut dire et il m'a ouvert un peu les yeux sur ça. C'est vrai que, honnêtement, si t'es un mec super, je préfère avoir un mec super et être 20 que d'avoir un coach bidon et être 8, hein, quelque part. Bon, après, avec un coach super et 8, c'est peut-être mieux qu'un coach super et 20. Si tu fais du small group à 8, c'est pas 90 balles par mois qu'il faut payer et qu'il faut que tu factures à tes clients. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un mauvais exemple. Moi, je préfère, je pense, payer plus cher et... C'est le double, en gros, qu'il faudrait payer. Voilà, donc après, là, je suis vraiment pas une ref pour le truc. Toi, Ruben, qui a eu des parts à Podcaster et qui a vu un peu des box en France et tout, les trous que tu identifies dans le business model, ça va être quoi, par exemple? Ça va être le nombre d'adhérents, la récurrence, le tarif en illimité? Ben, je pense que des fois, il y a des choix qui sont faits et qui sont faits pour une histoire un peu, pas idéologique, mais d'idées préconçues, le truc de, ok, ben, les classes, on va les faire à tant de personnes, sans réfléchir à combien va me rapporter chaque adhérent et chaque heure, parce que je dois payer mon coach, etc. Et pas vraiment calculer combien je dois prendre de personnes dans un cours, si tous mes cours sont pleins, si on part de la théorie que tous les cours sont pleins, combien me coûte mon coach, et combien chaque adhérent doit payer son heure de cours pour que je sois rentable et que je puisse dégager du chiffre et potentiellement prendre d'autres coachs et faire grandir le business, etc. Il y a ça. Tu veux dire qu'il y a beaucoup de owners peut-être qui font une tarification plus en se disant, ok, est-ce que la personne va accepter de payer ce prix-là? Ouais, ou alors plutôt que vraiment combien moi j'ai besoin pour non, que ça même fonctionne. Combien est la box d'à côté ou la box qui est à 20 km? Surtout ça, en fait. Ah, eux, ils sont à 90. Bah, je me mets à 85. Et c'est pas forcément un bon réflexe. Vaut mieux peut-être se mettre à 100 et se dire, je vais mettre à 100. Je vais être 10 € plus cher, mais mon accueil va être propre, mon vestiaire sera propre, ma salle sera propre, mes cours seront de qualité, les gens vont progresser, il y aura une bonne ambiance, je vais être commerçant, je vais faire attention à eux, etc. Faire en sorte qu'il y ait vraiment un dynamisme dans la boxe, plutôt que de me mettre à 85, voir que je suis exécrable parce que je dois venir à 6h du matin faire le ménage parce que j'ai mis pas assez cher et que je peux pas payer de femme de ménage. Je dois faire tous les cours parce que j'ai pas mis assez cher et que j'ai pas pu prendre de coach. Et du coup, je suis au fond du seau et les gens, quand je les vois, j'ai envie de leur dire de repartir et voilà, tu vois. Donc voilà, il y a ça aussi. Surtout ça. Ouais, alors après, je pense que ça a évolué, mais tu sais après, il y a eu ces business models sur les salles de muscu, parce que moi, j'ai connu les salles de muscu à l'ancienne, mais maintenant, c'est que des fitness parks ou des body fit, voilà, je sais pas, c'est quoi, des 10 € par mois ou des trucs comme ça? Ouais. Alors, en fait, Fortman, même là, ça a augmenté. Ouais, hein. ça a augmenté. Ouais. Parce que Mais à Fitness Park sans engagement, c'est 49 € par mois. Parce que le business model de ces salles, c'est les gens qui viennent pas, en fait, non? C'est comme les coffrets cadeaux, quoi. C'est du volume et basique, volume. c'est le foncier. Après, C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur... Parce que moi, ma question, elle est pas du tout orientée, mais est-ce qu'il y a beaucoup de owners qui gagnent bien leur vie? Parce que moi, autour de moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent soit des gens qui ont des activités par ailleurs, de l'argent par ailleurs, des choses comme ça. Alors encore une fois, après, c'est aussi un truc, ce que je disais, c'est un truc qui vieillit, c'est qu'au départ, voilà, à 25 ans, tu peux vivre avec, t'as pas d'enfant, avec peut-être pas grand-chose, faire ta boxe, être dans ta passion, monter ton truc, etc. Est-ce que selon vous, c'est un business model en soi qui Non, pas du tout. Moi, je connais des owners qui maintenant vivent, c'est-à-dire que ils ont été capables d'acquérir leur maison, ils se payent, ils ont des coachs et ça marche. Ça leur a pris 2, 3 ans, voire 4 ans. Et c'est pas le cas de tous, dans le sens où y en a qui ont réussi à faire ça. Je prends l'exemple de JB, David, aujourd'hui Pascal, et ça leur a pris 5 ans, 6 ans. Mais encore, Pascal, il est toujours 35 heures dans sa boxe par semaine. Non, maintenant il est beaucoup moins. Mais JB, il a d'autres activités à côté, non? Oui, Je suis salarié d'Aerox, mais même avant d'être salarié d'Aerox, il commençait à être viable et à être... Moi, je connais des gens, par contre, qui ne font que ça, mais du coup, ils ne sont plus du tout sur le floor, par exemple. J'ai des copains de ma copine qui sont à Paris. Ça leur a pris 3-4 ans à développer leur truc. T'as un loyer à 18 000 balles, mais t'as un abonnement à 160 € et t'as 400 adhérents et t'as 6 rameurs et puis personne ne râle pour le matos, tu vois. Et c'est une affaire qui tourne. Après, à Paris, t'as 100 mètres carrés, c'est un luxe. Après, pour répondre à ta question, Théo, voilà, moi, franchement, je préférerais payer plus
que les coachs soient salariés, que voilà, que tout le monde gagne sa vie, etc. Donc après, je pense que je suis pas la majorité. Mais oui, moi après, donc on en parlait aussi sur le CrossFit, l'image du CrossFit HQ, donc dissocier la méthode, on va dire, qui à mon avis perdurera. Et je pense que c'est l'avis de tout le monde par rapport à la politique du groupe et tout. Mais oui, moi j'ai envie que ça a quand même changé ma vie aussi. J'ai fait beaucoup de sport et tout, mais bon, ça se voit pas du tout, mais ça fait 10 ans que j'en fais. Et Pascal a fait la même blague. ouais, non, mais lui, c'est pas vrai. Enfin, ouais, non, lui, c'est un vrai. Ouais, c'est pas vrai. Enfin. Hein. Non, c'est pas vrai. Donc oui, moi j'ai envie que ce truc continue. S'il y avait pas le CrossFit, enfin moi quand j'ai commencé, c'était 2013, je crois, un truc comme ça. Les salles de muscu, j'en pouvais plus, quoi. C'était prison break, tu disais bonjour, c'était un signe de faiblesse, c'est un enfer, les miroirs, les gars avec les écouteurs sur la tête et tout. Donc j'ai vraiment envie que, voilà. Alors là, maintenant, toutes les box, il y a l'Aerox qui arrive par-dessus, etc. Voilà, ça a sûrement donné, enfin, ça donne un second souffle au truc. Ouais. Nous, moi, dans ma box, il y a beaucoup quand même de gars qui basculent là-dessus. Peut-être que je devrais faire vu que je suis une tangente. CrossFit qui bascule à Aerox ou Aerox qui bascule au CrossFit? Les deux. CrossFit qui bascule à Aerox. Okay. Ouais. Ok. Après, bon, voilà, Pascal a donné son avis aussi, donc on a JB qui s'occupe de tout ça. Mais oui, moi, ce qui me fait peur, c'est, enfin, si tout ça, c'est pas pérenne, que les owners vieillissent, qu'à un moment, ils se rendent compte que... Parce que je le voyais aussi au workshop, les gars, quand même, ils ont d'autres questions, parce que, évidemment, mais c'est normal, ils te parlent aussi d'investissement perso, de développer d'autres choses, d'avoir d'autres revenus, des relais de croissance. Tu sens que c'est pas non plus, là, je sais que la cotise CrossFit a augmenté, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est des sommes importantes pour, a priori, juste avoir plus ou moins son nom, enfin, marqué CrossFit devant ta box, quoi. Il y a pas, tu me disais qu'il y avait un peu des progs ou quoi, mais c'est pas des trucs. T'as quand même plus d'accompagnement qu'avant, mais t'as pas non plus le double de ce que tu payes. Après, les levels, c'est aussi, ça coûte aussi de passer les levels, ça coûte aussi de l'oseille. Je sais pas s'il faut les renouveler après. Oui, il faut les renouveler. Ouais. Ouais. Après, le fait de renouveler des levels, c'est une bonne chose. Ouais. Si tu veux vendre si tu veux que la méthodologie perdure, faut toujours faut faire une piqûre de rappel aux gens. Non, mais moi je trouve ça super que même que voilà que les coachs aient des levels 1, 2, 3, etc. C'est des gages de qualité forcément. Mais après économiquement, je comprends aussi que les mecs peut-être sont un peu réticents ou à le payer. Parce qu'après c'est toujours pas comment ça se passe. Ton coach il est auto-entrepreneur, je sais pas combien ça coûte un level, mais est-ce qu'il va le payer le level? 1000 euros. Le level 1 c'est 1000 euros. C'est toi qui le payes pour tes coachs même s'ils sont auto-entrepreneurs. Tu peux. Donc tu peux pas payer un truc à un gars qui peut se barrer le lendemain s'il a envie. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'auto se le paye, mais après, t'as beaucoup d'autos qui se le payent pas parce qu'ils se disent, je vais me payer mon level 1, mais pourquoi faire? Enfin, c'est pas ça va pas valoriser son taux horaire ou un truc. Ouais, y en a qui vont le faire, mais d'autres non, et puis il y en a qui se disent, en fait, je vais pas passer mon level 1 parce que de toute façon, je vais faire que de l'auto. En général, ceux qui passent leur level 1, c'est qu'ils veulent ouvrir des box, ou alors qu'ils vont être salariés, mais sur de l'auto, la plupart, ils se disent le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que nous, en France, c'est ça. Un level 1, il faut que tu aies BPGEPS pour coacher dans tous les cas. C'est ça. Oui, et oui, level 1, et quelque part, tu peux ne pas l'avoir. Oui. Si la box, c'est toi pas et moi, on affilié. peut passer notre level 1, par exemple. Oui. Ouais, mais moi, si j'ai un level 1, je pourrais pas coacher. En France, non. Voilà, France, d'accord. non. Officiellement, non. En tout cas, tu pourras pas être rémunéré pour. Ok. Tu pourras pas être rémunéré pour. Mais c'est pareil, le level 1, t'es pas obligé. Ok, t'as une box avec 10 coachs, ils sont pas obligés de tous l'avoir, mais ta box, elle est obligée d'être affiliée sur un level 2 maintenant, parce qu'avant c'était le 1, maintenant c'est le 2. Donc il y a au moins un coach qui doit être là tout le temps pour pouvoir affilier la salle pour qui est le level 1. Et non, je reviens sur le business model. Toi, Jules, t'as vu des salles un peu à Paris ou même là, à droite, à gauche, dans le sud-est, sud-ouest et tout. Pour toi, c'est quoi le problème dans le business model et dans justement la gestion administrative de la boxe qui fait que... Alors, c'est des chiffres, je les recite à chaque fois, mais c'est des chiffres de 2022. En réalité, le truc des 6 à 7 box sur 10 sont à risque en France. Ah oui, j'ai vu cette stat là. Alors, c'est des chiffres, moi, que Oscar de 1789 m'avait donné quand il était venu sur le podcast. Et c'est les chiffres de la réunion des affiliés de l'année d'avant. Donc, peut-être qu'ils sont plus actuels, peut-être qu'ils sont pires, peut-être qu'ils sont meilleurs. Je sais pas, mais en tout cas, Si la à stat mon est vraie, avis, c'est ouf, il y a plus de 50% des box qui sont à risque. Après, à définir le à risque, ce que ça veut dire vraiment. Mais de toute façon, je veux dire, là, tu prends ta voiture, tu fais 10 box, tu parles au honneur. À mon avis, c'est moitié-moitié. T'en as la moitié qui vont te dire c'est trop bien, je m'en sors. T'en as la moitié qui vont te dire là, c'est chaud. Si l'année prochaine ça décolle pas, j'arrête, quoi. Comment dire? Je pense que déjà le prix d'abonnement n'est pas assez cher parce que si tu veux faire un closing de ton cours, imaginons 12, 16, 20 personnes, il faut que le prix il soit cohérent avec ça.
Et du coup, si tu payes ton coach, déjà moi, par rapport au coach aussi, ça on pourra en parler, mais c'est pas au honneur de dire je te paye tant de l'heure, c'est au coach de dire je suis disponible à tant de l'heure. À mon avis, hein, si c'est la box qui est le client, c'est au coach de dire bon, je travaille pas en dessous de ce prix-là. Parce que Est-ce qu'ils ont les moyens de dire ça? Ouais, comment on impose un prix haut en tant que coach? moi je l'ai fait, hein, tout simplement. Laisse-moi coacher 1 heure et tu verras. Ça se justifiera comme ça. Et Après, puis, dans la voilà. vraie vie, c'est compliqué. Parce que Dans la en fait, vraie vie, c'est tellement, il y a zéro solidarité entre coachs. Faut dire ce qui est. Oui, mais il y a zéro Il y a pas de solidarité. corporatisme. Hein. Et Si. là, tu te remets 4 ans en arrière, tu vois, quand t'as débuté. Genre, est-ce que t'aurais osé avoir ce discours? Enfin, là, c'est pas toi en direct, mais c'est plutôt quelqu'un qui débute maintenant, tu vois. En fait, tu peux pas. Ouais, ça fait. J'ai commencé à coacher, j'avais pas le droit de coacher. J'ai commencé à être rémunéré à ce moment, même quand j'avais pas le droit. Je m'en fous, je le dis, tu vois. Mais quand tu commences, tu peux pas dire voilà, je vais te payer 20 € de l'heure au même titre que le mec, ça fait 5 ans qu'il coach, tu vois. Mais par contre, quand ça fait 5 ans, t'as une certaine légitimité. Le mec, il sait qu'il peut te laisser sa box, elle va pas brûler, qu'il va pas y avoir de problème avec ses adhérents. Du coup, t'as quand même beaucoup plus de liberté, tu vois. Et encore 5 ans. Là, on parle beaucoup aussi, on parle des box qui sont à risque, etc. Il y a beaucoup de box qui ont ouvert juste après le Covid ou juste avant. Et au final, ça fait, le Covid, c'était il y a même pas, c'était il y a 5 ans, tu vois. Oui. Et moi, je trouve que dans la vie d'une entreprise, 5 ans, c'est peu. Et que tu peux commencer à faire les comptes à partir de ce moment-là. Si t'as ras la gueule au bout de 5 ans, vaut mieux changer d'activité. Mais il faut essayer de pousser un peu plus le développement, quoi. Donc, là, je vous ai pris les exemples des salles à Paris. Les mecs, ça fait 12 ans qu'ils sont là. Ils ont vu l'arrivée du CrossFit en France. C'est eux qui ont amené le CrossFit en France. Et les mecs, ils arrivent à se payer dignement et très correctement. Et c'est parce que ça fait 12 ans qu'ils sont là et parce qu'ils n'ont pas laissé tomber à la première difficulté. Donc, quand t'es coach au début, t'acceptes de prendre des rémunérations un peu plus basses, tu fais tes armes et après tu vas réclamer plus haut. Ouais, carrément. Ouais. En fait, tu peux pas refuser du travail alors que t'as jamais travaillé dans le milieu. C'est quoi, c'est 10 balles, 12 balles? Je sais pas ce que c'est. Non, Ouais. de l'heure en moyenne dans le sud-est, ça va être 17,50 de l'heure. Ah, ok. C'est rien, hein, parce que t'as l'URSSAF qui passe. T'enlèves un quart. Donc, Ça ça, c'est va la être facturation qu'ils font en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Ils font 17,50 fois le nombre d'heures qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça. Quoi. En gros, c'est bon pour un honneur, c'est très simple, c'est très cool aussi. T'as aucune charge sociale. Tu payes moins cher ton mec que si tu l'avais en CDI au SMIC. Après, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, tu payes ton coach 15 €, ce qui est une réalité pour pas mal de coachs quand même en France aujourd'hui. 15 € de l'heure. T'enlèves l'URSSAF, t'es payé autant qu'un caissier à Lidl ou à Oui, mais Super. ça marche quand t'as l'URSSAF quand t'as le chômage à côté, tu vois. Mais en réalité, Oui, non, mais je parle en termes de niveau de responsabilité. Tu changes la vie de 12 personnes à la fois sur 5 heures dans la semaine ou plus, et en fait, t'es rémunéré autant que... Après, il y a deux choses. Je pense que alors les coachs sont jeunes hein, globalement. Hein. Après, il y en a beaucoup aussi qui trouvent ce confort. Je sais pas la moyenne d'âge, mais ils ont tous entre 25 et 35 ans, je sais pas, un truc comme ça. Tout à fait. Il y a aussi que le coach se dit je vais pas payer mon abonnement, je vais m'entraîner quand je veux. C'est un truc global un peu. Puis t'as quand même une vie. Alors je vais pas dire une vie cool, je veux pas balancer, mais t'as pas de patron. T'en as un, mais c'est pas vraiment ton patron. Donc eux, tu peux vite te mettre dans un petit confort aussi. Encore une fois, je reparle du gars qui va être du gars ou de la fille qui va être célibataire. Enfin, célibataire ou pas, mais pas d'enfant, pas trop de charges, etc. Donc, tu fais ton coaching, tu peux gérer malgré tout plus ou moins ton planning. T'es en basket toute la journée, t'as pas trop de compte à rendre. Non, mais ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi un truc où tu te mets dans un... Voilà. Après, le truc, c'est qu'encore une fois, tu l'as dit, voilà, t'es auto-entrepreneur. Mais après, lui, quand il va être confronté aussi à ces vraies problématiques de justement d'emprunter, il t'arrive une merde, t'as pas de chômage, t'as pas de couverture, c'est voilà. Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe quand ces coachs vieillissent? Tu vois, je sais pas. Est-ce qu'il y a des nouveaux jeunes qui arrivent non, ils arrêtent. Du coup, ces jeunes coachs, et quand ils vieillissent, au bout d'un moment, ils se disent c'est pas viable. Non, il y a autre chose? Il y a plusieurs solutions. Soit ils ouvrent une box, soit ils ouvrent un studio de coaching où ils changent. Il y a aussi les coachings à côté, voilà, ça on peut en parler, où les mecs font plus ou moins blague, des coachings. Souvent dans des box, ça se passe un peu comme ça, dans le sens où ils vont prendre un coach en auto et en échange de bons procédés, ils vont leur laisser faire leur coaching, soit small group, soit perso, dans la box contre aucun loyer pour qu'ils puissent
qui trouvent un avantage à continuer à coacher dans la boxe. Souvent, ça se passe comme ça. Donc, une espèce d'avantage en nature tu utilises mon box, mon matériel, tu viens, tu fais mes classes pour un taux horaire pas très élevé, mais tu viens faire tes coachings perso dans la boxe sans s'envoyer. Ça a ses limites aussi, parce que Bien sûr. tu vois, dans une salle, imagine, t'as 5 coachs qui sont en auto-entrepreneur. Vous payez pas de loyer, vous avez la liberté de mettre le prix que vous voulez pour vos coachings perso, etc. Au final, ça tire tout le monde vers le bas, de faire ça aussi. Ouais, mais du coup, Ça tire tout le monde vers le bas. Bah, parce que tu sais très bien comment ça marche. Lui, il va dire, lui, il est mauvais. Au final, les coachs vont se tirer dans les pattes. Ils vont se dire, ouais, moi, je suis moins cher que lui. Moi, je suis meilleur que lui. Alors, ça n'avance rien en débat. Après, là, il y a plein de solutions. C'est le owner qui facture, en fait, au client. Et le owner reverse l'argent après à son coach. Et au moins, il n'y a pas de discussion, tu vois. Une heure de coaching perso dans la salle. Tu choisis ton coach. Mais c'est 50 ou 60 balles de l'heure. ce que j'allais te dire, Et après, c'est le owner qui, bah, ok, toi, t'as fait 10 heures ce mois-ci, bah, je te reverse les 10 heures. Tout simplement. Et au moins, bah, il n'y a pas de, je me tire dans les pattes, je suis meilleur que lui, je suis moins cher que lui, donc viens avec moi. Et je pense qu'il y a plein de solutions à apporter, mais en tout cas, pour les coachs, c'est aussi primordial d'être dans un environnement sain, et ça, c'est le rôle du owner. Ouais, là, il y a du boulot à faire, je pense. Après, C'est un métier très, 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 très jeune. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un métier très jeune. C'est pour ça que le truc des jeunes coachs qui acceptent des taux horaires très faibles, il n'y a pas vraiment de corporatisme qui s'est construit, en fait, par rapport à d'autres métiers, tu vois. Je pense qu'il y a je sais pas, toi, les comptables, tous les métiers libéraux, il y a des conventions. oui, Je sais bien pas sûr, comment ça marche. c'est incomparable. Après, moi, dans mon métier, il y a pas d'or, mais oui, il y a l'ordre des experts comptables, après les notaires, etc. C'est des métiers qui sont réglementés. Non, mais de toute façon, vous êtes dans des métiers où la base pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a plus de chiffres en fait. Donc, t'as moins de complications. Nous, on est là, on grappille des centimes et des euros. Je veux dire, il y a plus de liberté, il y a plus d'espace pour respirer. Là où un coach, vraiment, il est à 2,50 d'augmentation. C'est pas viable. C'est pour ça qu'il y a autant de complications. Le truc, c'est que dans le CrossFit, il y a un écosystème. Vous en êtes, vous avez créé votre marque. Vous avez créé votre pad, vos programmations, vous vous êtes mis un peu à côté du truc, quoi. Ouais. Et donc, bon, c'est pas là pour parler de votre business à vous, mais On peut, hein. bon, voilà, vous avez développé les choses, c'est super. Donc, le problème, c'est qu'il y a un écosystème, enfin, il y a quand même une marque forte, il y a quand même des choses. Et l'histoire, c'est que dans tout cet écosystème, pour moi, il y a des gens qui sont un peu laissés de côté et qui sont pas forcément les moins importants, quoi. Enfin, le coaching, le problème, c'est qu'on se retrouve face à des coachs, et je leur jette pas la pierre, mais qui sont peut-être un peu moins motivés. Parce que, ils sont dans des situations précaires. Parce que mais je jette pas non plus la pierre au honneur, parce que c'est aussi comme ça. Tout le monde fait ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc. Est-ce que sur la durée, ça va être pérenne? Je sais pas. Donc après, encore une fois, il y a des gars comme vous qui réfléchissent. Moi, j'ai fait des coachings avec d'autres coachs depuis 10 piges que je fais ça. Donc, il y en a beaucoup qui font ça. Et encore une fois, comme tu disais, enfin, je veux dire, si t'es payé 15 balles de l'heure et que tu fais ton coaching à côté, t'es payé 50, 60. Après, c'est mathématique, tu vois. Oui. Il y a de la demande aussi. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'adhérent, j'ai envie d'avoir un coach potentiellement qui a son level 1, level 2, qui est là, qui est présent, qui a de l'expérience. Et en fait, avec ce système-là, tu as l'impression que tu vas avoir des mecs qui vont être en rotation permanente, un nouveau jeune qui va arriver, qui va faire une concession, qui va être payé au lance-pierre, puis après, ça va le saouler. Puis voilà, comme tu disais, entre eux, il n'y a pas trop forcément, alors je dis pas qu'ils se détestent tous, hein, mais pas forcément de solidarité. Puis tout le monde est auto-entrepreneur. Donc, à un moment, ton honneur, c'est pas ton boss, malgré tout. Tu vois, tu peux l'envoyer chier. Même si lui veut essayer de fédérer quelque chose, c'est pas ton salarié non plus. Ouais. Donc, Non, mais je trouve que le modèle où tu payes peu ton coach pour la classe qu'il donne, mais à côté, tu le laisses faire ses coachings gratuits, entre guillemets, sans payer de loyer, c'est cool. Cependant, ça valorise pas du tout son travail. Et puis, il y en a plein d'un d'un coach. ne sont pas, je pense. Hein. Oui, il y en a plein qui se font pas. Et d'un coach à un autre, vraiment, tu peux avoir une expérience de classe complètement différente. Un coach très bon, il va t'apporter, il va te faire progresser vite. En un an de groupe classe avec lui, tu vas exploser. Ou même, tu vas te sentir considéré. En fait, tu vas sortir du cours, tu vas être bien. Avec un coach mauvais, tu vas pas avoir du tout la même expérience. Et pourtant, les deux coachs sont rémunérés pareil, souvent très bas.
et souvent sans perspective d'évolution. Et en plus, on les récompense pas au mérite. C'est-à-dire que souvent, le prix ici, c'est ça. Alors que nous, tu vois, en ligne, nous, on a un certain tarif en ligne qui est de 200 € par mois pour le coaching en ligne. Il y a d'autres coachs qui sont à 80 €. Et il y a une raison à ça. C'est parce que nous, on peut les justifier, les 200 € derrière. Pour un coach en physique, je trouve ça dommage. Je trouve que ça tire juste tout le monde vers le bas. Et le coach est encouragé à faire le moins possible, à faire tu sais, la théorie là du salarié. Tu fais le minimum pour pas être viré, en fait. Tu fais juste au-dessus de cette ligne-là pour pas être viré. Parce que de toute façon, tu sais que, globalement, que tu fasses ça ou plus, ça va être la même chose à la fin sur ta fiche de salaire. Ah, je suis d'accord. Mais après, la question, c'est est-ce que c'est normal qu'on ait besoin de. Alors, je parle pour moi, pas pour Rodette, qui sont des vrais athlètes, mais est-ce qu'en tant qu'adhérent, c'est normal de devoir, pour progresser, faire des cours particuliers? Est-ce que la méthodologie CrossFit, déjà au départ, ne devrait pas. Vous en pensez quoi, les gars, de ça? Alors, la méthodologie CrossFit, elle peut t'apporter énormément de progrès. Alors, c'est sûr qu'elle peut te sortir si tu prends le continuum sickness, wellness, fitness, elle peut t'amener très proche du fitness. Après, il y a des demandes particulières dans le sens où, tu vois, moi, j'ai un coaching perso. C'est le seul personal training que j'ai de la semaine. C'est une adhérente de Castéo. Elle veut faire des Irox avec son mari, machin et tout. Elle a vraiment ce truc pour l'Irox et elle veut progresser sur des points techniques. Elle a un besoin, on va dire, particulier et puis ça lui fait plaisir d'avoir son cours 1 heure dans la journée où je suis qu'avec elle pour vraiment pousser la technique à fond. Elle a ce besoin, donc elle fait ça. Et c'est pareil, un compétiteur qui vise une qualif aux Affiliate Battle, même si ça reste un athlète amateur, ça reste un athlète. Et son groupe classe, c'est 1 heure de groupe classe, ça risque de pas suffire à côté de tous les autres qui font 3 heures par jour, tu vois. Donc après, c'est des besoins particuliers, des demandes particulières. Si tu veux être en forme, squatter 1,5 fois ton poids de corps, courir un 10 km en 50 minutes ou un 20 km en moins de 25, pouvoir jouer avec tes gosses, aller faire des futsal avec tes potes, être en forme, faire des paddles et tout. Tu fais tes cours de CrossFit, ça suffit largement. Tu seras plus en forme que 98% de la population du pays. Après, si tu veux pousser la pratique, t'es obligé, on va dire, d'aller chercher un peu à côté, quoi. Et la question, t'as une réponse toute bête, mais qui aux Games, dans toutes les catégories, fait que les groupes classes, tu vois? Non, mais je pense qu'il parlait surtout pour les gens qui veulent progresser, genre sur, je sais pas, toast to bar, tu parles de quelqu'un qui veut passer de... Ouais, je parle de moi. Alors après, c'est pas le but du podcast aujourd'hui, mais j'en ai parlé avec Ruben. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc, parce que moi, à mon âge maintenant, je suis plus sur je suis pas encore ultra yeuve, mais sur la longévité. C'est-à-dire sur des trucs, je t'avais parlé de Peter Attia, notamment. Et moi, c'est un truc qui m'attire, donc j'ai jamais eu un haut niveau dans tous les cas, mais en vieillissant de moins en moins, moi, j'ai plus envie de vieillir en bonne santé, vraiment, tu vois, d'avoir ce truc-là. Et je pense d'ailleurs, donc je l'annonce ici, la prog EMF Longevity qui va arriver. Je pense qu'il y a un truc, en ces cas, pour une cible comme moi, tu vois, je t'avais expliqué les histoires, tu sais, des tests d'Atia, de Cormac Kerry, et là, de te tenir sur, voilà, pendant 1 minute avec ton poids de corps. En fait, le jeu, c'est d'arriver à maintenir un fitness, mais qui est pas du tout un fitness de game, hein, mais en gros de vieillir et d'arriver. C'est des conneries d'arriver à par terre à se relever, d'arriver à 80 ans à sortir d'une piscine juste à la Fortebra, des conneries comme ça. Et ça, c'est un axe aussi, tu vois, je trouve qu'il est pas développé. Enfin, je diverge un peu, mais qui peut être un truc à développer là-dessus. Et donc oui, ma question initialement, c'était sur ça. Alors moi, je suis complètement bidon sur plein de trucs en CrossFit malgré mes années de pratique. Mais c'est vrai qu'au départ, en fait, tu fais les WOD. Donc, au départ, nous, on commençait à l'époque de Pascal. Je faisais 7 heures du matin, 6 fois par semaine. Hein. Bien. C'était le meilleur groupe. C'était le meilleur groupe. Vraiment. On avait bien rigolé, on y allait. Et c'était l'époque où on avait tous les surnoms, et etc. Et donc, après, vous en avez parlé aussi dans le podcast la dernière fois. C'est que ça a vachement évolué aussi sur... parce que moi, au départ... c'était Alphonse Garcia, que j'embrasse d'ailleurs, qui me coachait. J'ai ses box à... Ouais, qu'il en a des maintenant. Level 3, je crois. Il en a 2. Maintenant. Que j'ai revu avec plaisir au truc de CrossFit France, là. Donc, c'était lui, il y avait Laurent Blanchon, je faisais des one-to-one avec Laurent à 7h du mat. C'était assez volé à CrossFit Avignon. Mais à Alphonse, j'avais dit combien de fois il faut s'entraîner. Donc ça, je sais que ça a un petit peu évolué. Bon, c'est vrai qu'on se pose des questions, etc. Mais en fait, tu fais tes WOD et le truc, ma question indirectement, c'était ça. C'est que quand tu sais pas faire ton mouvement, dans le WOD, on va te dire, scale-le. Ok.
Donc la question, c'est quoi vous votre avis de pro? Parce qu'à un moment alors il y a les specs qui existent. Maintenant, à l'époque, on a eu que des WOD. Maintenant, on a bébé, on a la chimie, tout. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais est-ce qu'il faut, pour un mec qui est pas un athlète, je veux dire, est-ce qu'il faut à tout prix avoir une prog à côté, faire des cours particuliers pour enfin passer tes handstands, enfin passer tes... Si la programmation de la salle est bien faite et que le coach a des scales intelligents, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on appelle nous les scales à vie, si c'est pas un truc juste pour te donner un autre mouvement et pas l'emmerder, tu peux avec les groupes, la méthodologie te permettra de passer des toast to bar, de passer des strict pull-up, de passer potentiellement des muscle-up. Après, combien de temps ça va te prendre, ça dépend de chaque adhérent. Si vraiment tu te dis, je veux les passer dans 3 mois, il va falloir que tu en fasses toutes les semaines, tu vois. Et peut-être que la prog de la salle n'est pas construite autour de toi, Charles, qui veut passer les muscle-up dans 3 mois. Mais si juste tu veux les passer un jour, à un moment donné, être RX partout, normalement, si c'est bien fait, si tes coachs sont compétents et ta prog est bien faite, ça peut passer. Ça passera. C'est pour ça que nous, par exemple, sur notre programmation EMF Affiliate, on a le mouvement du mois. Tu sais que pendant 4 semaines, tu vas faire le mouvement du mois, c'est bar muscle up. Une fois semaine, il y aura une séance de bar muscle up avec un skill, 3 niveaux de skill pour chaque adhérent puisse faire son skill adapté à lui, qui l'amène au niveau supérieur, etc. Ce podcast est rendu possible par EMF Éducation. Si tu es coach ou que tu connais un coach qui veut approfondir ses connaissances et ses suivis personnalisés, visite le lien en description vers notre formation EMF Éducation issue de 7 ans de connaissances en coaching de CrossFit et plus de 500 athlètes coachés. Et encore ça, pour moi, ça c'est toujours au choix un petit peu du coach et du owner. C'est-à-dire que si il veut pas le faire, il le fait pas, et globalement l'adhérent verra pas la différence en fait. Et c'est pour ça que la rémunération est ultra importante, parce que quand tu prends des abonnements illimités avec un tarif élevé, t'es plus serein dans ton coaching parce que t'as plus d'adhérents et t'as moins peur du moindre gars qui va se barrer ou quoi. Et du coup, tu peux te mettre en place des choses comme ça. Mais t'as plein de owners qui bâclent en fait ce travail-là parce que la tête est trop prise par d'autres trucs. Et moi, je comprends aussi des coachs dans les salles. T'es payé 15 €. Après URSAF, ça tombe à 11 € ou 12 € de l'heure. Franchement, t'as pas envie de te faire trop chier, quoi. Tu fais ton truc. Bon, toi, tu sais pas faire les toast to bar, tu vas faire des keeping knee raise. Et puis, le gars fait des keeping knee raise pendant 3 ans. Et en fait, personne progresse. C'est pour ça que pour moi, la pierre angulaire de tout ça, c'est vraiment ce tarif d'abonnement qui est trop bas et qui te permet pas, en fait, de vraiment approfondir ton coaching et d'avoir des coachs qui sont engagés. Donc, c'est quoi, selon vous, le futur? Parce que la base de tout ça, c'est donc la L'augmentation des tarifs économiques. Oui, mais alors, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait moins de box, qu'on repasserait à moins d'athlètes. Il y aurait le même nombre de box, moins d'adhérents dans chaque box. Ok. Et un tarif plus élevé. Mais tu penses qu'avec tout ce qui se passe, l'économie, les machins, où tout le monde est un peu exsangue, je pense qu'il y aura toujours une population qui sera prête à payer pour ça, mais c'est tant que les owners auront peur de mettre des tarifs à plus de 90 € par mois, c'est sûr que ce sera compliqué. Ou de faire des ristournes à tout va, d'avoir des box. Moi, je parle pas mal avec... je fais du consulting pour quelqu'un qui s'appelle Raphaël Guyon, qui va acheter sa deuxième box et qui a une box qui s'appelle CrossFit Standarta. Là, il m'a dit qu'il a regardé les papiers pour acheter la deuxième box et tout. Il y a 200 adhérents, il n'y en a pas un qui est au même tarif. Parce que lui, il est là depuis tant, donc on lui mettait le prix. Lui, il est là tu maintiens les tarifs. Voilà. C'est ce que vous racontiez la dernière fois. Non, mais c'est ça. Il y a un adhérent, il est là depuis 6 ans. Il n'a jamais réévalué son tarif. C'est pas normal. T'as aucune entreprise dans le monde où ça fonctionne. Offre fondateur, 50 € à vie. Après, la marque de Charles, elle est pertinente dans le sens où le pouvoir d'achat des Français, il a diminué quand même depuis 10 ans. Alors après, est-ce que c'est une question de priorité? Il vaut mieux avoir... Non, mais j'entends ce qu'il dit. Je pense qu'il a raison. Après, moi, j'aurais 20 ans de moins, j'aurais pas d'oseille. Tu me dis, gars, ça passe à 120 balles. Tu me laisses sur le bas-côté, je dois retourner à Basic Fit, je me tire une balle. C'est l'enfer. Oui. Donc, est-ce qu'on ferait pas, je sais pas moi, faire payer ceux qui peuvent et je sais pas. Mais bon, après, comme tu dis, si tu te retrouves avec 400 adhérents, 400 tarifs différents, mais il faut pas non plus que ça... Alors, ils te mettent Forging Elite Fitness, mais il faudrait pas que ce soit réservé vraiment qu'à une élite financière non plus. Je sais pas quelle est la solution. Après, encore une fois, pour la méthodologie, je trouve que ça a quand même pas mal évolué, pas forcément bien. Nous, dans ma box, là, ils ont remis un petit peu qu'à la fin, on s'applaudisse, on fasse un petit débrief et tout, là, depuis le début de l'année. Je trouve que c'est super. On en parlait, je trouve que voilà, il y a aussi, il faudrait pas qu'il y ait une dérive aussi. Non. Tu rentres dans ta box, tu dis bonjour. Enfin, tu vois, c'est quand même un lieu à la base où on n'a pas d'écouteurs, il y a pas de miroir. C'est aussi ça le CrossFit, tu vois. Enfin. Ouais, non, mais par rapport aux revenus, je suis d'accord, faut pas que ça devienne élitiste et que le but de CrossFit, c'était pas ça, là-bas. C'est de rendre le sport accessible à tout le monde et que tout le monde soit en bonne santé. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, les gens qui
qui payent le prix de tout ça, en fait, c'est les owners, les coachs et l'écosystème qui entretient. Si demain il y a plus de honneur et qu'il y a plus rien, il y Voilà. aura plus de CrossFit. Non Nous, on était dans une box à Miami, $250 l'abonnement. Le mec avait 200 adhérents. Alors vous allez me dire, ouais, mais Miami, machin. Mais en fait, si le gars, il mettait son abonnement à $150, il aurait 2 fois plus d'adhérents. Donc, 10 fois plus de problèmes. Et des cours beaucoup plus pleins et tout. Et du coup, ce prix élevé, en fait, te permet de réduire ton nombre d'adhérents, donc ton nombre de soucis. Oui, mais d'avoir où des vont cours- les adhérents qui peuvent plus payer. Bah, ça, malheureusement, soit ils maintiennent la Moi, je m'en fous quelque Euh, part. Je suis d'accord avec toi. Tu me dis c'est 250 balles, t'as un service de ouf, etc. Je suis ok. Mais je veux dire, combien il y a de personnes qui vont me dire ça? Non, pas après, 50 balais. Miami, j'ai regardé, j'ai fait un truc de comparaison de salaire pour avoir la comparaison de salaire la plus exacte en prenant en compte les charges sociales, la protection sociale qu'il y a aux États-Unis, qu'il n'y a pas en France et tout. Enfin, là, plutôt l'inverse. Mais en gros, Miami, tu vis un peu mieux qu'à Paris en France, mais c'est pas non plus déconnant. C'est pas du simple au triple. T'as pas des salaires qui te permettent d'avoir un niveau de vie 3 fois plus élevé à Miami qu'à Paris. Et pourtant, bah, le prix de la salle, il est 2 fois plus élevé. Donc, Paris, c'est quoi? C'est 120, 130 balles? Ouais, c'est autour de ça. Hein. 150, 160, hein. CrossFit Louvre et tout, enfin, les salles ancestrales, ils sont Ouais. Non, débordent d'adhérents. mais je crois qu'ils sont même à 180, CrossFit Louvre. Hein. Ouais, faut aller voir sur internet, ça doit y être. Vas-y, regarde, tu verras. Après, je suis d'accord avec Charles. La question, c'est les autres, tu les, parce que du coup, tu mets ton abonnement plus cher. T'as des jeunes, on va dire, qui ont la trentaine ou 25 ans qui voudront pas payer ce prix-là. Ils vont se dire, ok, ben, je change de salle et t'auras toujours quelqu'un qui va ouvrir une salle qui va mettre au prix moins cher pour que ces gens-là viennent aussi. Non, mais même toi, souviens-toi quand t'es arrivé. Enfin, tu vois. Oh, j'étais étudiant, j'avais pas la. Et toi, t'es qu'au Canada, tu partais, Ouais. machin, mais cher, t'avais aussi une vraie problématique. Ouais, après, j'étais étudiant coach, j'étais en stage, donc je payais pas mes abonnements, mais si, quoi que si, à Montpellier, je payais mon abonnement, mais il y avait un prix étudiant. Enfin bref, c'est un truc qui se fait plus trop maintenant, mais oui, c'est sûr qu'il y a des problématiques à régler et à réfléchir. Non, mais même sur le retour aux sources de la méthodologie, encore une fois, au-delà du fait de dire bonjour, de machin, enfin, de l'ambiance CrossFit, etc., qui je trouve qui est devenu un peu trop impersonnel aujourd'hui. Il y avait, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis beaucoup moins technique que vous, mais j'ai l'impression que les WOD n'étaient pas structurés de la même manière à l'époque où on avait vraiment un truc carré, on prenait le temps de s'étirer à la fin, on avait un warm-up, on avait un genre de skill, après on avait un metcon. Bon, là il y a maintenant un moins de barre, et tu t'étires plus. Bon, là ils ont remis ce truc-là, mais sinon tu te barres, genre c'est fini, time's up, tout le monde rentre chez soi. Ouais, j'exagère, tu vois, mais Est-ce que tu penses pas que c'est une évolution aussi pour séduire les gens qui sont moins engagés que toi, c'est-à-dire les gens qui, ça leur fait chier de s'étirer, ça leur fait chier de faire du squat snatch. ou alors ils le font à côté. Ça leur- Parce qu'en fait, le délire, c'est de se dire en 1 heure, on n'a plus le temps. Mais moi, j'ai l'impression qu'avant, en 1 heure, on avait le temps. Où on prenait le temps. Où on prenait le temps. Mais après, il y a plein de choses qui changent. Ça m'a fait rire. Alors après, je sais pas si c'est bien ou mal, mais Pascal, à l'époque, nous, on se prenait des burpees pour les retards. J'en ai bouffé d'ailleurs quelques-uns. Vu que je suis très très lent sur les burpees, c'était compliqué pour moi d'être sur le haut derrière. Mais aujourd'hui, il y a plus ça, tu vois. Et même lui, il le fait plus d'ailleurs. Je l'ai appris là en vous écoutant. Oui. Bon, je sais pas. Après, je fais le vieux con forcément, mais Il y a des choses qui te manquent, toi, aujourd'hui, que tu retrouves plus. Que t'avais accroché Dans le ta CrossFit. Avignon avant. Ouais. ouais, bah pour moi, l'âge d'or, il est derrière, hein, mais après, encore une fois, c'est clairement le truc de Yob, mais oui, c'est ce que je pense. Après, j'y suis encore, et c'est encore mon quotidien. Et, alors, je fais d'autres choses, évidemment, comme tous les blaireaux, je fais du padel, des trucs et plein. Mais ouais, le CrossFit, alors, même s'il veut pas de moi et que je suis complètement bidon et tout, c'est quand même un truc qui a changé ma vie, moi, et puis la tête, quoi. T'as confiance en toi ou t'as... À quel niveau? Non, je sais pas, tu dis la tête, mais quoi J'ai confiance. Bah, hier, j'étais en cours de gym avec Philippe. Voilà, c'est assez atroce. Ça fait des années que je fais ça. Je suis complètement nul. Donc, mais bon, ça va, j'y vais. C'est pas grave. Moi, il y a d'autres sports où je suis bon. Je les fais pas. Je sais pas pourquoi je cherche à faire que des sports où je suis bidon. Oui, j'ai confiance en moi parce que voilà, parce que. Mais les gens par exemple, que tu côtoies dans ton travail qui font pas de CrossFit. Quand tu te retrouves avec eux à faire des Non, paddles. mais c'est sûr que voilà, le problème, c'est que. C'est ça aussi qui compte, tu vois. Ah oui, voilà. C'est que moi, je me compare qu'avec des gamins qui ont 20 ans de moins que moi, qui ont des armoires à glace. Je dis que c'est mes frères de corps et tout, mais donc oui, t'es un peu biaisé parce que dans les salles de CrossFit, forcément, T'as que des gens en forme. t'as pratiquement que des gens en forme, quoi. Donc après, oui, quand je sors dans la vraie vie, je pense que je suis plus en forme que l'immense majorité des gens de mon âge. Mais bon, en soi, c'est pas ce que tu regardes, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au burpee avant, quand t'arrives en retard, etc. Je pense que les honneurs ont cherché à se lisser, à lisser un petit peu l'identité du CrossFit pour plaire au plus grand nombre parce qu'ils étaient à la gueule à un moment.
Tu vois, Ça aussi, ouais. en gros, 1789, il nous disait, on a ouvert, on était à 110 € par mois, je crois. L'abonnement, si je me trompe pas. Et puis, il y a des box qui se sont mis à 70, du coup, on s'est mis nous aussi à 70. Donc, en fait, et après, du coup, quand tu te mets à 70 €, tu lisses un petit peu ton identité pour plaire au plus grand nombre. Ouais. Alors, Je pense. Ouais. Et du coup, ça a fait au lieu de faire du bien et de rester, au final, est-ce qu'il fallait pas rester dans une petite communauté, un petit peu qui aime cette mentalité, que d'ouvrir un petit peu au tout venant. Et au final, je pense que même les gens qui n'auraient, il y a 10 ans, pas mis les pieds dans une salle de CrossFit, ils auraient quand même adhéré à ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est la base, t'as un rendez-vous, t'arrives à l'heure. Je suis complètement d'accord. En fait, Après, il y a d'autres trucs, en tout cas pour notre région, c'est que la circulation, c'est un enfer. Par rapport à il y a 10 ans, pour le coup, c'est compliqué. Donc moi, j'ai un scooter, j'ai acheté un scooter pour éviter ça, etc. Mais c'est vrai, c'est ce que disait Pascal. Après, Après, il y a des trucs, bien sûr. Le mec, imagine, tu prends l'exemple d'un mec qui va être médecin urgentiste. Il savait normalement, il pouvait venir au cours des 18h, mais finalement, il y a une urgence. Il est en train d'ouvrir un type en deux ou de le recoudre. En fait, lui, il arrive avec 10 minutes de retard. Tu le sais, au bout d'un moment, tes adhérents, tu les connais. Si c'est le petit étudiant qui a fini ses cours à 17h et qui va venir au cours de 18h et tu sais qu'il a 10 minutes de la salle et qu'il arrive en retard, ou le mec, ça fait 1 heure qu'il est là et t'appelles au tableau, le mec, il vient 5 minutes après, au bout d'un moment, il y a des trucs qui sont logiques, tu vois. je suis complètement d'accord. Après, C'est Pascal, du cas par cas, comme tu disais pour la caisse, LOA, LOE. exactement. Mais après, Pascal l'a bien résumé, je trouve, dans le podcast. Parce qu'à l'époque, franchement, c'était no mercy, quoi. T'arrivais, tu t'en foutais, que t'es failli crever, tu bouffais tes burpees, tu fermais ta gueule. Surtout que moi, quand il me filait 45 burpees, il savait qu'il me voyait pas avant la demi, tu vois, donc c'était un enfer. Mais quelque part, j'aimais ça quand même, tu vois. Tu savais que t'allais t'en prendre. Voilà. Après, Puis, je veux dire, je me rappelle je sais plus, je crois que c'était Oscar et tout qui disait qu'il y a des gens qui le prenaient perso. En fait, si tu mets tout le monde à la même enseigne, tu sais que des fois tu vas arriver en retard parce que t'as vraiment eu une galère, ou des fois tu vas arriver en retard juste parce que tu t'es levé trop tard ou t'as traîné, machin. Et dans tous les cas, tu vas manger tes burpees, donc ça va. Moi, c'est pour ça que je suis pour ce truc-là, parce que je trouve que c'est cool et ça va. Ouais, Ça reste c'est du crossfit. drôle, oui, voilà, ça reste du crossfit. c'est pas une humiliation, on te demande C'est pas de ça. courir à poil au milieu du truc. Non, mais je suis d'accord. Mais après, c'est ce que tu dis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ce que disait Pascal aussi, c'est que tu veux pas vexer tes adhérents, ça devient un truc mainstream, tu veux avoir du monde. C'est ça, il y a une question. Tu parlais de l'identité, on se dit moins bonjour, le temps de prendre la mobilité, ça se fait de moins en moins de bars, plus de low impact et tout. Est-ce qu'il y a pas, j'avais fait la comparaison dans le podcast avec Pascal, avec la chrétienté, tu vois. Genre être chrétien au 1er siècle, tu te faisais pourchasser et potentiellement crucifier, tuer, machin. Être chrétien aujourd'hui, si tu vas une fois à la messe le dimanche, ça va, tu vois. C'est toujours la même problématique quand ça passe du underground au mainstream. Réussir à garder une identité forte, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que ce soit underground et qu'il y ait peu de monde qui le fasse? Ou est-ce que ce soit mainstream et que ce soit tout le monde qui fasse du crossfit et qui soit en bonne santé? Ouais, il faut qu'il y ait des box qui aient chacune une identité. Tu vois, une box un peu plus axée compétition, une box axée plus mainstream, du coup, genre Basic Fit, j'en sais rien. Pourquoi il y aurait pas ces mondes-là qui cohabiteraient, tu vois, par rapport à ce que tu dis? C'est-à-dire qu'il y aurait des box qui accueilleraient peut-être des gens à des tarifs moins chers, machin. Et à côté, une autre box, qui va faire un tarif plus élevé, machin. Donc, peut-être que la vérité, elle se trouve là aussi, tu vois. Moi, c'est sûr que je préfère avoir un mec comme Pascal. Alors, nous, on est amis, on a les mêmes vannes de merde, etc. Donc, nous, ça a tout de suite collé. Donc moi, ça me dérange pas. On pouvait se pulvériser, tu vois. Mais même moi aujourd'hui, parfois, même Ayoub à Sorgue me dit putain, fais gaffe, tu vas avec ces machins, tu vas avec ces trucs, etc. Donc c'est des questions de caractère aussi. Après, moi, j'ai pas envie d'un truc lisse. Et je vais être le premier à envoyer le van de merde, etc. Donc après, t'aimes bien, t'aimes pas, bon, c'est comme ça. Mais c'est sûr que j'aime pas ce côté, on fait tous la même chose. Et puis moi, j'aime bien, pourquoi pas me prendre un tampon parce que je suis arrivé en retard, même si c'est pas forcément de ma faute. Je vais pas me mettre à pleurer dans un coin, c'est pas grave, tu vois. Puis ça va me faire du bien de faire des burpees dans tous les cas. Et c'est quoi qui te plaît, toi, dans la dureté de faire la punition dans les burpees, de faire les skis, les pour moi, à la base de CrossFit, alors je t'avais fait une vanne sur Insta à un moment, sortir de sa zone de confort. Moi, je sors déjà dès l'échauffement, si tu veux. Donc, Je me rappelle, je l'ai mis en commentaire. donc moi, c'est sortir quand même de ma zone de confort. Donc moi, ça me dérange pas. Moi, ce côté un peu militaire, etc., ça me plaît, si tu veux. Tant qu'il y a du respect. Pour moi, Pascal, il y avait c'était, alors ceux qui ont déjà coaché avec lui le savent, mais
c'est un coach qui est pas lisse, quoi, tu vois. Et il en parlait là avec son adhérent à Castel, qui était une armoire à glace, où il lui parlait mal. Il dit, il est pas mal, pas très bon. Non, mais c'est ça qui est magique, c'est qu'il l'emplate pas. Je sais pas comment il fait, mais ça part jamais en couille. Parce que tu sais que... Pascal, il est bon quand même, il le sent. Après, tu sens quand même 9 fois sur 10. Ouais. Du coup, tu peux Si t'écris des phrases, tu les écris sur un bout de D'accord. papier, les phrases qu'il balance, attention. Contextualiser le truc. Oui, bien sûr. Peut-être que le gars kiffe aussi de se faire parler comme ça indirectement et machin. Bon. Sûrement la seule fois de sa vie d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça lui parle. Mais donc oui, moi ça me dérange pas. Et après, putain, si tu dois, enfin, je veux dire, après c'est quand même un sport qui est exigeant. Et je sais pas, t'es obligé de corriger les gens. S'il faut dire à tout le monde, tu fais super, ton wall ball il est super, ton machin il est super, alors qu'il y a des mouvements, c'est des catastrophes quoi. Donc je sais pas. Enfin, y revenir aux fondamentaux. Nous à une époque, avant de faire un WOD, tu te souviens, il fallait tu étais avec ton PVC pendant 3 semaines. Non mais c'est vrai. Tu fais tes trucs avant de faire un WOD. Même à Avignon, on avait ça. Avant de faire un WOD, il fallait que tu passes par ta séance de machin. Donc ça, je vous en avais un peu parlé aussi. Séance d'initiation, tu parles de ça? Ouais, il y a plus ça. Maintenant, tu te mets dans le grand bain. Mais je veux dire, même il y a des gars qui savent pas faire un air squat, quoi. Enfin, après, je sais pas. Honnêtement, j'ai l'impression que ça se perd quand même. Tout ça peut-être pour des trucs économiques, des enjeux, mais C'est des mauvais choix. Après, et toi, le fait de sortir de ta zone de confort à chaque cours de CrossFit, tu te parlais tout à l'heure, au niveau de la tête. non, moi c'est un truc autant mental que physique. Maintenant c'est plus, enfin je l'ai jamais trop été, mais à l'époque de Pascal, on faisait quand même souvent des PR, des RRR et des trucs enfin c'était compliqué quoi. Déjà on écrivait tous les scores parce que nous on était à 7h du mat. Donc en fait, les mecs voyaient, alors moi j'étais une tanche, mais j'étais ectomachine où il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi. Et forcément, les mecs, toute la journée, ils regardaient combien il avait fait en poids, combien il avait fait en machin. Donc il y avait aussi cet esprit-là, donc on se poussait, machin. Maintenant, je pense qu'il y a plus personne qui écrit les scores, non? C'est rare. Et en fait, il y a des box qui le font, des box qui le font pas. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de triche, en fait, se rendez compte. Ah. Ou alors ça avait un impact négatif sur les gens. Comme toujours, en fait, tu lisses. Donc t'as 2 adhérents qui se voient, moi ça me dérange parce que j'ai vu le score et en fait, je me rends compte que je suis derrière à chaque fois. Et du coup, t'enlèves pour tout le monde. Donc c'est un peu le nivellement par le bas et c'est dommage. Et pourtant, c'est recommandé, je crois. Hein. J'ai plusieurs clients qui m'ont dit dans le level 1, ils recommandent de le faire, etc. D'écrire encore les trucs. Ouais. Je sais pas, moi je kiffais. En plus, tous les mecs voyaient les scores, clean and jerk, combien t'as fait, combien t'as fait en temps. Après, tu pouvais scaler, faire machin. Tu pouvais mettre, ou alors tu mettais hâte 60, machin, genre si tu faisais un poids, etc. Donc c'était vraiment une autre époque, quoi. Mais oui, sortir de sa zone de confort. Là, maintenant, je pense que c'est vrai que la majorité, il faut pas vexer les gens. On est dans le positif à tout prix, dans le machin. Donc bon, il y a des très bons côtés à tout ça, mais Après, il y a un truc que disait Théo là, c'est et que tu as rebondi dessus, mais en gros, c'est juste que les owners, à mon avis, ils se posent pas la question de pourquoi j'ouvre une salle. Tout simplement. Pourquoi, du coup, ça te permet de, si c'est, tu veux délivrer un coaching de qualité, c'est que les gens bougent le maximum, enfin, le plus parfaitement possible, etc. Bah, tu vas mettre une tarification haute, etc. Si tu veux toucher un maximum de personnes, mettre le plus de personnes au mouvement, et au CrossFit, bah, tu vas mettre une tarification beaucoup plus basse, etc., tu vois. Si tu fais tes choix aussi, à mon avis, dans ce sens-là. mais est-ce qu'ils ouvrent leur box en ayant ça en tête ou est-ce que Ah bah, du coup, mais ça, c'est Théo, il l'a dit plusieurs fois dans des podcasts, c'est d'abord, avant de vouloir ouvrir une salle, de demande-toi pourquoi, quoi. Ouais, il y a ça aussi. Après, ça me fait penser un peu au mime, comment il s'appelait, Meme for Time. Je sais pas si tu connais, Death by Meme ou Meme for Time, un truc comme ça, qui fait genre la caricature du owner qui ouvre une box. Ouais, je vais ouvrir une box, on va s'entraîner toute la journée avec les gars, ça va être amazing, machin et tout, tu vois. Genre, c'est l'idée reçue de quand je ouvre une box, ce qu'il croit et la réalité, tu vois. Et 2 ans après, t'as le mec qui fait putain les gars qui a chié sur la cuvette de toilette, j'en peux plus. Est-ce que vous faites ça chez vous, genre des trucs classiques. Parce que en fait, moi je pense clairement qu'il y en a plein qui ouvrent par passion et de toute façon on en a invité pas mal ici. C'est souvent ça, c'est souvent la passion qui te fait ouvrir. Et après le truc c'est que derrière, la passion elle paye pas forcément les factures et le loyer. Donc toi tu veux être gentil avec tout le monde, tu veux offrir des canettes à tout le monde, tu veux laisser des mois d'abonnement machin. Sauf que derrière, ça suffit pas, quoi. Et c'est pour ça que t'en as pas mal qui se retrouvent au bout de 3 ans à se dire bon, là, en fait, soit ça marche, soit j'arrête et je retourne faire autre chose. Parce qu'il y en a plein qui viennent de professions bien rémunérées, qui se mettent là-dedans et en fait qui se rendent compte que ça ne marche mais pas du tout. Ils n'arrivent pas à créer quelque chose de vraiment cohérent. Parce qu'ils sont pas encadrés. Ouais, mais ça, c'est un problème. Et j'ai l'impression que ce problème concerne personne, en fait. Enfin, CrossFit s'en tamponne, il t'augmente ton truc, il te prenne 4500 balles. Et aujourd'hui, les gars comme Honor Academy, Pierre Thiab, Kevin Niken, je crois qu'il s'appelle comme ça, leur business tourne super bien. C'est dommage parce que les Honor,
prennent cette option-là. En gros, c'est des business développeurs en fait qui t'aident à développer, à générer des leads, à générer des prospects, qui te remettent ta planche tarifaire d'équerre, quoi. T'as vraiment un truc carré. Et ensuite, ils te font de la prospection à ta place. Et par exemple, Pauline de CrossFit United, elle a fait ça, 40 abonnés en plus en un mois. Ouais. Il y en a, c'est sur une année qu'ils ont ça. Et mais sauf que ils mettent toujours 3 ans à le faire. Et du coup, pendant 3 ans, tu bricoles, tu fais tes trucs, t'arrives au bout des 3 ans, t'es fatigué, tu prends un mec comme ça, d'un coup, ça te booste, mais en fait, toi, derrière, ta passion, elle est partie, quoi. T'en as un peu marre. Donc, c'est très dommage, et c'est pour ça que moi, dès que je fais du consulting pour des honneurs ou quoi, je leur dis, les gars, moi, j'ai pas le temps de vous accompagner là-dessus, j'aimerais, mais prenez un mec comme ça. Et souvent, genre, Pauline, elle a mis, je pense, 1 an à le prendre. Et on avait qui comme autre exemple aussi? Thibaut Fradé. Ça a changé sa vie. Ouais. David. The Martin. De quoi? Ouais, Non, ça a changé leur vie. Moi, c'est pour ça que s'il y a des honneurs qui écoutent encore le podcast maintenant, je vous conseille vraiment de vous tourner vers des gars comme ça. Thibaut, de mémoire, il fait autre chose à côté, non? Oui, Oui, mais la boxe. Mais son associé, elle fait que ça. Voilà. Pris, elle fait que ça. Mais il est passé vraiment en mode gestion de boxe quand il a pris ce gars-là. Et il a pu changer de local, agrandir, mettre des doublons de cours, racheter du matos. Donc d'un coup, tu passes vraiment en mode gestion d'entreprise et plus gestion un peu. Ça veut dire donc pour répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure, il y a des gars qui Voilà. vivent de ça, Oui. qui ont un salaire correct, Ouais. qui Pardon, je pensais que tu allais me dire il y a des gars qui développent ça. Non, oui, il y a des gars qui vivent bien, mais je pense que c'est pas la majorité. Mais c'est vrai que ta stat là, donc je sais pas, donc de 2022 là, mais sur les box, voilà, c'est ça le délire. Parce que en fait, CrossFit France te montre à chaque réunion des affiliés, je crois qu'il avait encore le graphique où tu as l'augmentation du nombre d'affiliés en France, qui globalement n'a jamais été décroissant d'une année sur l'autre, il me semble. Mais en fait, ce graphique-là, il cache aussi le nombre de salles qui ferment. Donc oui, t'en as peut-être 20 qui ouvrent à la fin de l'année. Mais en fait, t'en as plein qui ont fermé. Juste, il y en a eu assez qui ont ouvert pour compenser cette perte. Mais derrière, t'en as plein qui Et aux ferment. États-Unis, comment ça se passe? Parce que eux qui sont toujours en avance, parce que moi à l'époque c'était Calipa, mais je sais pas qu'il y avait pas mal de salles, même Kelly Starrett, je crois qu'il y avait des salles, enfin des mecs qui ont des noms, qui étaient super connus et tout. Je suis même pas sûr que ces gars-là ils aient continué. Calipa, il a développé sa filiale, Norcal. De quoi? Norcal, Socal, NC. Nocal, NC-Fit, ouais, c'est Je ça. crois que c'est ça, du coup, c'est NC. Norcal. NC, c'est Norcal, ouais. NCFit. Et donc, lui, en fait, il propose un modèle de franchise pour des salles. Ok. Donc, NCFit, c'est un nouveau modèle et tu payes l'affiliation NCFit et tout ton NCFit Los Angeles, machin. Ok. Et Donc du coup, il y a pas CrossFit dedans? non. Ok. Et lui est ah non, mais maintenant, bon, ça, c'était avant, il s'est réaffilié CrossFit maintenant. Ok. Puisque maintenant, il est au conseil, là, Ah ouais, ok. à l'affiliate council. Ça fait Jedi un peu. Ouais. Et après, globalement, voilà. Non, mais là-bas, ça se développe mieux, mais parce que là-bas, il n'y a pas du tout la même culture je pense, de la tarification, quoi. Ils arrivent direct avec des tarifs. Ouais, toi, t'es persuadé que ça passera par ça. Moi, je pense vraiment que ça passe par le tarif. C'est le nerf de la base, c'est le nerf de la guerre, mais partout. Je veux dire, nous, là, dedans, on met nos progrès à Trambo. Après, attention, la merde. parce que les États-Unis, c'est un pays de caste sociale dans le sens où, tu vois, aux États-Unis, ils s'en foutent qu'une certaine classe sociale n'aille pas dans les salles de CrossFit. Oui, totalement. Et c'est culturel. Nous, c'est pas la même chose. Totalement, mais t'as pas Nous, c'est la pas- même pression fiscale. Ouais, c'est pas la même culture ici. C'est-à-dire que... En France, on a la sécurité sociale et que s'ils font pas de sport, c'est pas grave. De quoi? Bah, les recommandations, Ouais, on est moins axé santé, quoi. on est beaucoup moins axés. Bon, après, ils santé, sont full obèses aux States aussi, quoi. Santé, mais hôpital, quoi. Ils sont full obèses. Oui, ils sont full obèses au States. Je suis désolé. Mais, oui. Oui, mais Donc ils s'en foutent qu'il y ait une classe sociale qui soit obèse, tu vois. Et tant que eux, ils ont leurs tarifs de leur salle et que une certaine classe moyenne élevée peut aller dans leur salle et payer, ça leur va, ils s'en foutent, tu vois. Alors qu'en France, les honneurs de boxe eux-mêmes, ils viennent de classes moyennes majoritairement. On est d'accord sur ça, Charles? Ouais, je pense, ouais. Ça, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, mais c'est une réalité. Ouais, je pense que c'est une réalité. Non, mais enfin, on a dévié là-dessus, mais le fond du problème, c'est ça. C'est quelle est la pérennité des salles et après, que dire aussi à un gars, parce qu'on peut parler aux gens qui se sont déjà installés, mais ceux qui vont ou qui veulent s'installer aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais la réalité ici, elle est pas la même par rapport à ce que dit Théo. Je prends l'exemple d'ici à High Training, Jordan, il a ouvert la salle, mais il est parti de rien. C'est-à-dire que il était auto, il avait rien, et il a ouvert comme ça, avec un crédit de moins de 50 000 euros. Ah, mais ça, l'ouverture, c'est une chose. Après, et je lui souhaite le meilleur, évidemment, mais la question, c'est est-ce que son truc est pérenne? Est-ce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il sera toujours là? Est-ce que quand il va vieillir, donc je sais pas si Jordan a des enfants ou quoi, s'il en veut, bon bref, s'il fonde une famille, etc., est-ce qu'il va arriver? Parce qu'après, le truc, c'est quand même
de subvenir aux besoins enfin, déjà, si tu bosses, même si t'es passionné et que l'argent en fait pas tout, mais t'as quand même envie de gagner ta vie. Enfin, moi, c'est ce que je disais au honneur que j'avais en face de moi, c'est qu'à un moment, t'es face à une réalité. C'est-à-dire que si au bout de quelques années, t'es toujours dans une situation précaire avec ces fameux ICA, avec machin, etc., il faut se poser la question, tu vois. Est-ce que je continue? Qu'est-ce qui va pas? Et voilà. Et moi, en tant que aussi passionné de CrossFit, j'ai aussi envie, évidemment, d'avoir un coach en face de moi qui est content de voir ma gueule, qui est rémunéré. Moi, c'est aussi le problème, c'est que tu vas dans une salle, tu restes, allez, 1 mois, tu fais un peu les soirées, tu restes après le WOD et tout. Très vite, tu auras des coachs qui vont venir te voir, qui vont dire, putain, moi, tu sais que je suis payé 15 €. Tu sais que là, franchement, il me prend, mais j'ai pas envie de faire l'heure parce que c'est tard le soir. Là, c'est tôt le matin, là, c'est machin. Et ça, tu construis pas quelque chose de stable avec ça, quoi. Tu construis pas un truc de stable quand t'as des employés ou des coachs qui sont pas contents de leur rémunération, pas contents de leurs horaires, parce que, en fait, ça se transfère sur les adhérents derrière. Ouais, je suis complètement d'accord. Puis, alors après, moi, je suis assez sensible à ça. C'est un truc. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent peut-être, je sais pas, ou qui viennent pas assez, ou qui sont sur des trucs de 2 fois par semaine et qui ont pas le temps de s'imprégner de ça. Après, je suis d'accord. Après, je trouve aussi, on en parlait de l'open gym, c'est un vrai débat, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à côté en fait, qui s'entraînent de leur côté, qui font leur prog, donc la vôtre ou d'autres. Donc voilà, ça aussi, ça crée une ambiance aussi qui est différente, on va dire. Mais alors je sais qu'à l'époque il y avait des salles qui refusaient l'open gym ou qui mettaient des standards ou des trucs. Ça existe toujours. Bon voilà, je sais pas ce qui est bien ou mal. Je comprends qu'il faille laisser les gens s'entraîner. Puis il y a des mecs qui sont hyper balèzes et qui, si tu veux, la prog leur va pas. Mais enfin après c'est tout ça. Il faut quand même qu'il y ait une alchimie et pour la pérennité du système, il faut que tout le monde soit content, quoi. Le owner, le coach, les adhérents. Après tu vois, sur l'open gym, il y a des owners qui se concentrent à fond sur ça et qui en font un problème principal. Alors que déjà, de base, faites en sorte que votre accueil soit propre, que vos tarifs soient carrés, que vous soyez commerçant avec vos adhérents, que vous ayez réfléchi à comment je peux ramener 20 nouveaux prospects, comment je peux faire en sorte que les adhérents qui sont là soient contents des cours et qui progressent, qu'il y ait une bonne ambiance, tout ça, avant de se dire, ah, l'open gym, ils font pas ma prog, l'ambiance, machin. Je suis désolé. Putain, il a droppé sa barre alors que je faisais mon brief. Ouais, je faisais mon brief, il a lâché sa barre. Je suis allé à tous les adhérents. Ouais, c'est ça, je suis désolé, mais dans un monde de gens éduqués, les gens d'open gym et les gens qui font le cours, ils se serrent la main, ils se disent bonjour. C'est le cas ici. Il n'y a pas vraiment de différence. Et en fait, c'est même pour eux de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des cours 4 fois semaine, qui font faire de l'open gym 2 fois dans la semaine. Et peu importe le ratio, mais... Mais ici, il y a un truc aussi, c'est que il y a des adhérents, tu vois, les WOD sont attrayants et t'as des adhérents, ils disent, bon, bah, aujourd'hui, je suis WOD de la salle, tu vois, au lieu de faire mon free de mon côté. Genre, Rémi, c'est ce qu'il fait alors qu'il est issu de la prog EMF. Tu vois, il se dit, tout simplement, en fait, t'as le Friday. Eh ben, moi, quand j'ai commencé le CrossFit, Pascal, je commençais à m'entraîner avec lui, etc. Il m'a dit, c'est bien que tu continues à faire les cours quand même un petit peu à côté, etc. J'ai continué après un moment, t'arrêtes. Mais en fait, je pense que avoir un cours en commun avec les gens du free, les gens des cours, etc. Je suis complètement d'accord. Tu peux pas dire à un mec qui fait du free, ouais, faut vraiment que tu fasses un cours par semaine. Bon, t'as des mecs, nous, on va vendre un peu une structure d'entraînement, essayer que ce soit logique, etc. Et par ailleurs, tu dis, mais par contre, je veux que tu fasses un cours dans ma semaine avec tout le monde, tu vois. Il y a des box, par exemple, je sais que Morgan a travaillé dans une box à Paris. Le owner, il demandait à tous ses coachs que au moins il prévoit une séance par semaine avec la classe, tu vois. Moi, je pense que faut essayer de trouver quelque chose qui lie tout le monde, pas faire des entraînements tous ensemble. Parce que le CrossFit de base, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Mais après, moi, encore une fois, c'était une autre époque. Mais alors Pascal aussi a changé d'avis là-dessus. Mais moi, je le fais toujours pas. Mais moi, j'aime bien ne pas savoir ce que je vais faire. Alors après, je suis pas un exemple. Enfin, je suis pas un exemple. Voilà, il y a des mecs. Je comprends que ça soit important pour eux. Mais moi, j'aime bien arriver. Moi, jamais je vais regarder un WOD à l'avance et me dire, ah putain, il y a ça, je vais pas le faire. Soit je fais mon renfort, mon machin, mais quelque part. Voilà, je suis là pour aussi l'inconnu, pour faire mon truc. Aujourd'hui, maintenant, il faut regarder. Puis évidemment, après, voilà, les adhérents, c'est aussi des emmerdeurs, quoi. Le coup de nana, la prog elle est nulle, ça dit nana. Enfin, après, il y a plein de trucs à gérer. Je trouve qu'ils sont voilà, qui sont relous aussi pour les coachs et pour les owners, mais il faut quand même définir. L'open gym, c'est un peu comme déjà fais en sorte que tes coachs ils coachent bien, que la prog soit bien, etc. L'open gym, pour moi, la problématique de l'open gym,
c'est comme la problématique de l'immigration. T'as des mecs qui vont te dire, ah, si on stoppe l'immigration, la France, ça va devenir le jardin d'Éden. Mais il y en a qui pensent vraiment que si tu stoppes l'open gym, le CrossFit, ça va redevenir le truc que c'était en 2008 dans un garage gym avec Greg Glassman à San Francisco où on faisait des... Surtout, Non, mais en fait... c'est surtout que ceux qui disent ça, c'est des mecs qui s'entraînent à 14 heures tout seuls. Oui, voilà, en plus de ça, et qui vadrouillent pas de les- boxe en boxe. Et qu'il faut pas leur propre WOD, quoi. Oui, aussi. Oui. Bon, mais après, il y a quand même un avis, si tu veux essayer de faire une communauté, tu sais que le vendredi, tu vas avoir un WOD type compète, dans ta salle, c'est un WOD qui est type compète, type open, bah, tu fais le WOD de ta salle, et que si c'est pas le WOD qui est dans ta prog que t'as acheté, bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais, non, Bon, mais il y a un il truc, y a les c'est- keywords, mais après, il y a aussi l'histoire de combien de fois tu t'entraînes. Enfin, ça, ou dans votre prog, vous en tenez compte aussi, mais est-ce que tu viens tous les jours? Est-ce que tu viens Ouais. pas tous les jours? Parce qu'elle a expliqué, si tu viens 2 fois, le mec, il aime bien retrouver ses repères, de savoir que t'es court, il y a ça, il y a machin. Bon. Tout ça, je peux comprendre. Honnêtement, c'est pas facile. Après, c'est aussi ce qu'on disait. Plus il y a de monde, plus il y a de contraintes. Ouais, et c'est pour ça que faut limiter pour moi au max le nombre d'adhérents, malheureusement. Quitte à laisser de la place pour une autre box qui va ouvrir Moi, pas loin. bien sûr, bien sûr. Mais limiter le nombre d'adhérents parce que Ça, oui. un adhérent, c'est pas, je veux dire, tu passes de 250 à 500 adhérents, t'as pas juste le double de problèmes. Pour moi, t'en as 1000 fois plus parce que t'as des problèmes d'un coup, tu dois rajouter 3 douches, 2 toilettes, machin. C'est beaucoup plus complexe à gérer. Je voulais dire un truc par rapport à l'open gym. Oui, de toute façon, ça, tu peux le résumer simplement. Tu dis à Honor, ok, là, demain, on interdit l'open gym. Qu'est-ce qui change concrètement dans ta salle? Rien, tu vois. Rien. T'auras un espace de libre. Voilà, t'auras un espace de livre inutilisé, vide. Du coup, les gens vont arriver dans ta salle, il y aura personne. Donc, ouais, très compliqué. Je voulais qu'on résume vite fait. Là, pour un Honor qui se lance ou qui est dans sa première activité, dans son lancement d'activité de salle, tu vois, qui vient d'ouvrir sa box. Donc, déjà, SARL. Ouais, selon moi, un bon expert comptable, on va dire. Un mec qui est sur la même longueur d'onde et parler avec lui, pas le choisir juste en disant Michel, tu connais IT, voilà, ça se passe toujours comme ça. Enfin, moi, j'ai monté ma première boîte, c'était en 2000, je crois, un truc comme ça, j'ai fait ça. Bon, il est toujours avec moi, mon expert comptable aujourd'hui, mais oui, bien. SARL, bon expert comptable. Ensuite, moi, dans l'entretien qu'on avait fait quand on s'était vu là pour faire un peu du consulting, tu nous avais dit un truc, tu nous avais dit, les gars, arrêtez le bricolage et passez en mode vraiment gestion d'entreprise parce que ça vous ouvre le champ du potentiel, en fait. Certes, vous allez vous rémunérer un peu moins, Au début. mais ça va vous ouvrir. Ouais, bon, alors moi je suis complètement d'accord avec ça, ce que je vous disais tout à l'heure, je disais si t'as que 60 kilos sur ta barre, bah tu feras jamais plus que 60 kilos, quoi. Pour moi, l'auto-entreprise, c'est un peu ça, en fait, t'es complètement plafonné. Donc, je sais pas après quel est le poids psychologique du truc, mais tu sais que t'as ton plafond, donc tu restes un peu en dessous, tu t'auto-limites, donc après tu peux le dépasser avec du black, avec machin, mais quelque part tu te mets déjà dans un cadre qui est limité. Donc oui, alors après je dis pas qu'il faut pas être auto-entrepreneur, etc. Ça peut être des solutions de transition ou quoi, mais moi j'ai des clients par exemple qui sont toujours intermittents du spectacle. En fait, et c'est des gens pour moi qui ont des gros potentiels et peut-être que après d'être un peu sous perf alors je dis pas encore une fois, je critique pas les intermittents du spectacle, mais quand t'es avec des aides, avec des plafonds, avec tu vas te dire il faut que je reste dans mon truc et au final souvent tu te retrouves pendant des années à rester là alors que tu pourrais exploser. C'est de la facilité, hein. On va tous vers de la facilité. C'est de la simplicité. Après, l'auto-entreprise, tu peux pas passer de charge. Enfin, après, il n'y a pas que des avantages, quoi. Hein. Bon, après, tes coachs, t'as peut-être moins de charges, mais on en avait parlé avec vous. Voilà. Enfin, c'est pas forcément plus rentable dans certains cas. Je veux dire, si t'es après dans un régime réel, on va dire, où tu as une histoire de recettes dépenses, tu vas aussi pouvoir passer, la voiture, on en a parlé, ton téléphone, mettre des loyers, faire des charges, faire des trucs comme ça. Donc oui, l'auto-entreprise, c'est temporaire, on va dire. Ouais. Selon moi. Ok. Et du coup, si le Honor, il fait le choix de se dire, il te dit, moi, en fait, je veux me salarier, tu restes sur la SARL? Ah ben non, là, il pourra pas. Ou alors, il sera salarié de la SARL. Est-ce que tu vois un avantage à ce salarié? Moi, les histoires de la SARL, je vous ai expliqué, ça peut être éventuellement pour l'ACRE ou pour l'art, là, des choses qui sont pas trop mon cœur de cible, mais oui, que si tu touches le chômage ou quoi, je crois que tu touches un petit peu plus. Après, est-ce que même ça en soi, ça fait pencher la balance vers la SAS? Bon, ça, il faut voir les cas par cas, si vraiment tu as, si t'es dans ce cas de figure-là. Mais non, moi, je vois pas Moi, je ferais direct URL, quitte à payer mes minima, mais au moins, tu as directement le bon statut, quoi, qui va pouvoir te permettre de croître et de te développer correctement.
Après, enfin, je te laisse continuer si tu as d'autres questions là-dessus, mais voilà. Après, il faut aussi que le owner, il définisse aussi toute sa stratégie au-delà de ce que moi je peux lui apporter, de ce dont on a discuté là-dessus, sur tout ce qu'on a dit aussi sur. Sur le business model global, comment il va rentrer de l'argent, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut faire de sa box, à quel prix il veut mettre son abonnement, parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est les revenus, quoi. Si t'as pas de chiffre d'affaires, tu peux être en SAS, en SARL, en machin, tu vas crever, quoi. Voilà. Et après, la SRL, c'est pas non plus le truc où tu fous rien et tu gagnes 50 000 euros par mois. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas ça le délire. Mais oui, être bien accompagné, c'est comme dans un couple. Je veux dire, la personne avec qui tu vas faire ta vie, c'est quand même important. Dans une boîte, ton expert comptable, c'est un peu son mec ou ta meuf, quoi. Ouais, parce que lui, on a souvent des histoires d'experts comptables. Ouais, mon expert comptable, il m'a conseillé ça il y a 5 ans et du coup, j'ai perdu tel chiffre en impôt. Après, pour moi, il faut pas, et encore une fois, je leur jette pas la pierre, c'est leur business model qui est comme ça. Mais je pense qu'il faut pas attendre d'un expert comptable qui soit trop proactif. S'il l'est, c'est vraiment formidable, hein, et il faut le chérir, mais encore une fois, je pense qu'ils ont souvent dans leur business model, eux aussi, on peut en parler du business model des experts comptables, ils ont beaucoup de clients, ils se rachètent, ils ont aussi des contraintes, des charges, etc. Donc, ça va être dur, je pense que l'expert comptable, il va pas t'appeler toutes les semaines en te disant putain, j'ai pensé à ça pour ton business. Je pense que ça n'existe pas, ça. Ok. Mais à minima, qu'il réponde quand tu l'appelles et que tu sentes que le conseil qu'il te donne est dans ton intérêt et pas forcément dans le sien. Après, ça peut être dans l'intérêt des deux. Hein, on n'est pas ennemis de nos propres intérêts. À deux choses égales, moi, si c'est pareil pour le client et que c'est mieux pour moi, je vais peut-être choisir ce qui est mieux pour moi. Je lui dirai, tu vois. Mais je trouve qu'il y a trop d'experts comptables qui veulent la simplicité. Ils veulent te faire ta SAS, ils veulent pas que tu les fasses chier. Ils veulent, s'il y a un contrôle, ils veulent que ça se passe bien. Donc forcément, ils vont te limiter si tu veux. Eux, ils veulent pas d'embrouille, quoi. Et quelque part, ça se comprend. Mais c'est pas forcément ton intérêt à toi. Donc c'est super important. Après, si tu écoutes ce podcast ou que tu as quelqu'un comme moi qui peut t'aider ponctuellement ou quoi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que il y a énormément de choix à faire. Je veux dire, on l'a vu, l'immobilier, la voiture, la protection sociale et après tous les investissements perso, c'est hyper compliqué. Voilà, combien tu dépenses, combien tu gagnes, combien tu mets de côté, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu fais ton livret, est-ce que tu fais une assurance vie. C'est quoi des règles de base pour toi sur ça, sur combien tu mets de côté, combien tu investis, combien. Alors moi c'est ça, alors la société, il faut avoir, moi j'aime bien avoir un an de charge, 6 mois, un an de charge de devant soi sur la trésor de la boîte. Okay. Après à titre perso, on va revenir, moi j'aime bien prendre le pass, on en a parlé, le pass de la sécurité sociale à 47 100 euros. Alors ça va vous paraître monstrueux ce que je vais vous dire, mais pour moi, par personne du foyer fiscal, pour donner un truc assez simple, je prends un pass. Donc en gros, si t'es seul, c'est 47 100 euros devant toi. Si t'es deux, tu fais ça x2. Si t'as 2 enfants, tu fais ça x4. Tu dois avoir ça de côté à tout moment. Ouais, pour moi, ouais. C'est ce que tu dois construire en priorité. Et pourquoi Alors après, il y a toujours les gars. Pourquoi tu penses ça comme référence? Moi, j'ai toujours vu les mois de. En gros, tu détermines que ton niveau de vie te coûte 1500 euros par mois. Tu vas faire 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ouais, tu peux faire ça aussi. Moi, je préfère être. Tu perds ton. Au cas où tu perds ton emploi, pardon. Moi, je préfère faire un peu plus. Tu peux faire ça. Après, déjà, la question, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas combien ils dépensent. Oui. Déjà, le premier truc, c'est de faire son budget. Mais du coup, quand tu parles de prendre un pass, alors faire son budget, etc. Mais quand tu parles de prendre un pass, c'est tu disais ça coûtait 50 euros par mois. Donc si par exemple t'es honneur et t'as 2 enfants et une femme, tu prends 4 passes, donc ça va te coûter. Ah non, mais là c'est autre chose. C'est trois passes. Si t'es tout seul, tu dois avoir 50 000 euros de côté. En gros. Voilà. Il y a 2 choses. Tu peux t'assurer, pardon, pour un minima un pass. Après, tu peux faire moins. Tu peux t'assurer la prévoyance. Tu peux t'assurer pour 30 000, 35 000 euros. Après, honnêtement, tu peux pas s'enrichir par le truchement de l'assurance. Donc, si tu gagnes 18 000 euros par an, tu vas pas te mettre un contrat de prévoyance à 47 000 parce que voilà, là, ça a pas de sens. Donc, pour faire un pass, faut au moins gagner un pass déjà. Donc après, si tu gagnes moins, tu vas faire ton contrat de prévoyance en fonction de ce que tu gagnes. Okay. Le problème, après voilà, c'est un autre truc, mais c'est que si tu prends un contrat pour une base assez basse et qu'après tu veux l'augmenter, ça va te coûter plus cher, tu auras vieilli entre-temps, tu auras potentiellement des soucis de santé, etc. Okay. Mais bon, enfin ça, encore une fois, la prévoyance, c'est un truc spécifique. Là, la question Théo, c'est combien tu mets de côté en perso. Donc, moi, j'aime bien me dire que par personne du foyer, j'ai ce pass. Et pourquoi le pass? Pour répondre à ta question. Donc, déjà, les charges, ce que je disais, il y a beaucoup de gens, ils savent pas combien ils dépensent.
Il y en a beaucoup qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent déjà. Mais déjà, faites un budget, par exemple. De savoir, moi, tous les mois, je fais un budget, je sais combien coûte ma famille, combien j'ai sur mon compte commun, mes dépenses perso, mon machin. Donc ça, il y a plein de gens qui le font pas. Donc ça, c'est le premier travail. Après, je te dis 47 100. Pourquoi je prends le pass? Parce que le pass, il est indexé sur l'inflation, parce qu'il suit un petit peu le cours de la vie, etc. Donc il y a d'autres indices. Moi, j'aime bien prendre celui-ci. Okay. C'est comme ça, voilà. Après, tu sais que déjà, t'es livré A, livret de développement durable, t'as 34 950 € à XE2, t'as 22 950 et 12 000. Donc, tu peux remplir tes livrets déjà. Alors là, ça a baissé, c'était à 3%, c'est à 2,5%. Je dis pas que c'est le truc du siècle, avec les taux crypto to the moon, machin, où tu fais 8000%, là, je te vends du 2,5. C'est pas la folie, mais bon, c'est de l'argent qui est à côté. Après, il y a le truc concret, t'as ton lave-linge qui pète, ta voiture qui pète, machin, bah, t'as l'argent qui est là, etc. Donc, c'est pas la martingale du chèque, mais t'as de l'argent de côté. Donc oui, moi j'aime bien que mes clients aient cet argent-là de côté. Après, il y a toujours des cas particuliers. Tu peux être face à une super opportunité où tu vas taper dedans pour machin. Encore une fois, je te donne des généralités. Mais en effet, une fois que pour moi, c'est le socle, le cœur et les satellites. Le socle, c'est cette épargne de précaution. Le cœur, on va dire, c'est des déplacements en action ou des choses assez simples mais qui peuvent être très performantes. Et après, ce que j'appelle le satellite, ça va être du private equity, des cryptos. Les ETF. Alors les ETF, moi je les mets dans le cœur, pour le coup. Ouais. ETF S&P 500 par exemple ou d'autres choses. En plus, vous avez des super outils aujourd'hui comme Trade Republic ou des trucs qui n'existaient pas moi quand j'avais votre âge. Et après les satellites, mais pareil, le satellite là, c'est les trucs où tu as potentiellement le plus de gains, mais potentiellement aussi le plus de pertes. Voilà. Donc après vous, votre génération, enfin moi j'y suis aussi, mais c'est les cryptos notamment. Voilà, tu peux faire ça. Mais pour moi, il faut quand même avoir ce socle. Ok. Au départ, parce que tu sais pas ce qui peut. Et donc ça marche de la même façon si t'as une boîte. Ouais, la boîte c'est un peu pareil. Après, il y en avait qui. Tu dois avoir un an de charge. Bah là c'est pareil, ouais, qui peut le plus, peut le moins, mais. Tu sais pas ce qui peut arriver, ouais. Voilà. Là, par exemple, moi je pense que t'es plus serein. Un an de loyer. Bah regarde le Covid, quoi. Enfin, tu vois. Enfin, moi j'espère qu'on va pas revivre ça, mais après c'est la santé de ta box, quoi. Déjà, je pense que si t'as 6 mois, 1 an devant toi. Bah, comme tu disais tout à l'heure, peut-être que l'adhérent, tu vas un peu moins stresser si il se barre, que s'il y a un problème, etc. Voilà. Donc après, tout ça, il faut quand même le construire. Oui. Et après, on me disait comment on place cet argent, comment machin. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de martingale. T'avais des comptes à terme, un peu les taux un peu remontés, donc tu pouvais faire des trucs sur des durées courtes où t'étais un petit peu rémunéré, mais c'est pas la panacée. Enfin, tu vas avoir 2-3% aujourd'hui, 3,5%. À l'époque, t'avais un petit peu plus, on pouvait tirer du 5%, mais tu dois quand même prendre des engagements sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, derrière, tu payes de l'impôt sur les sociétés. Bon. Tu vas pas devenir milliardaire avec ça, mais tu gères ta trésorerie. Ouais. Après, moi, ça me dérange pas d'avoir de l'argent sur mon compte qui est pas rémunéré. Voilà, je sais qu'il est là. Puis psychologiquement aussi, ça rassure, quoi. Donc, après, c'est comme tout, en perso, en pro, voilà, tu construis tes fondamentaux, tes bases, ta solidité. Et la base pour toi, c'est le budget. Hein. C'est de savoir exactement combien tu dépenses. Bah, c'est d'avoir un business qui est rentable. Non, mais je parlais en perso surtout. Genre la première étape pour quelqu'un qui nous écoute. Oui, à voir. Pas tout, mais après, en perso, c'est pareil, pas tout mettre dans sa caisse. Après, mec, on est, voilà, c'est des générations, il faut avoir, alors, peut-être pas la Rolex, mais je sais pas, une autre marque, une voiture de sport, une M3, un machin. Mais c'est humain, je veux dire, moi, j'ai été minot aussi, je prenais la caisse de mon père, je voulais fanfaronner. T'as toujours. Toi, tu conseilles la frugalité, quoi. Un peu plus de frugalité, un peu plus. Bah. Moi, je pense être un bon vivant. J'aime bien me faire plaisir. J'aime aussi des belles voitures. J'aime aussi des belles montres, etc. Après, il y a un temps pour tout. Il faut pas se mettre dedans pour ça, quoi. Enfin, je veux dire. Mais là, après, on va déborder. Mais si tu vois un gars qui tu connais sa situation, tu le vois arriver avec une montre de ouf ou une caisse de ouf, qui va dire, waouh. Enfin, moi, pour moi, ça va être plus. Je vais plutôt me dire, tiens, il est un peu ridicule ou il est un peu con. Je préfère un mec qui va trimer, qui va pas être show off, mais je sais qu'il va bosser comme un yinche, qui va construire quelque chose. Après, voilà, on est dans une société encore plus aujourd'hui qu'hier, de réseaux sociaux, de machin, où il faut flamber, montrer qu'on a une life de ouf, etc., etc. Donc non, je vais pas te préconiser ça. Donc oui, il faut avoir une épargne de précaution. Et c'est toujours pareil, t'as des mecs qui vivent dans des apparts de 25 mètres carrés, qui ont une caisse à 80 000 balles, ben voilà. Combien de pourcents du revenu par mois de côté selon toi? Ah ouais, bah putain, mais... Le plus possible. Ouais. Ah ouais? Le plus possible? Le plus possible, bien sûr. Ok. Non, mais après, aujourd'hui, tout dépend de l'âge que tu as, etc. Mais je veux dire, quand t'es un minot, moi, franchement, à refaire ma vie, je veux dire, tant que tu peux rester chez tes parents, être en coloc, tant que t'as pas de contraintes, enfin, c'est des belles contraintes, mais d'enfants, de femmes, de machin, tu dors par terre, mec, enfin, épargne à mort, dépense le moins possible. Alors, je te dis pas d'être une pince, etc. C'est pas ça, mais
Tu peux être généreux et voilà, mais je veux dire, ne claque pas ta thune dans des trucs à la con, quoi. Achète une Twingo que tu revendras le même prix 3 ans plus tard. Voilà. Alors, c'est sûr, après, tu veux te taper des meufs, tu veux machin, tu te dis, je vais être peut-être un peu plus beau gosse si j'ai une BM, si j'ai un machin. Évidemment, c'est normal. Mais évidemment, mon conseil, c'est plus, il faut que tu grind, il faut que tu construises, il faut que tu trimes, ce que j'ai pas assez fait, moi, d'ailleurs. Mais ouais, la jeunesse, c'est ça, mec. Il faut à tout prix essayer de réfléchir. En plus, il y a plein d'outils aujourd'hui, mettre de côté, dépenser le moins possible, et voilà. Après, tu vieillis, tu gagnes ta vie, tu veux profiter, tu machin, c'est autre chose. Mais au départ, évidemment, il faut avoir de la thune de côté et faire des investissements. Après, on en parlait d'histoire de la boxe, etc. C'est pareil. Est-ce que tu achètes ta résidence principale? Est-ce que tu t'encroutes pour dire j'ai un beau truc ou machin? Ou est-ce que non? Tu loues ou tu achètes un truc plus petit, mais par contre, tu vas faire des investissements, tu vas machin. Après, voilà. C'est pas le but encore une fois là, mais l'immobilier, c'est un peu difficile en ce moment et tout. Mais il y a plein de classes d'actifs. Mais oui, il faut diversifier. Dans l'idéal, il faut diversifier ses sources de revenus, il faut diversifier ses investissements. Il faut faire les bons choix, c'est très compliqué, il n'y a aucun investissement qui est forcément sûr. Mais oui, moi je pense que l'épargne de précaution, c'est quand même un truc qui est important. Bon, merci beaucoup Charles pour cet entretien. Merci à vous, merci à tout le monde. Est-ce que vous avez un truc à ajouter les gars pour la fin? Non, ça va. Charles, on peut retrouver ton lien en bio pour du consulting si des honneurs veulent discuter avec toi, en parler de leur problématique. Son Instagram, c'est The Rogue. Ouais, je mettrai ton numéro direct aussi. C'est pas du tout pro pour l'instant. On va voir, on va en parler avec Théo. Non, mais après, ou par votre intermédiaire, après, je sais pas, voilà, quel sera l'accueil de ce truc-là, mais moi, mon souhait, c'est évidemment d'aider le plus grand monde. Ouais. Et je pense que, franchement, nous, tous autour de la table, vraiment, on conseille aux gens de s'entourer de personnes compétentes là-dedans et de pas se dire, je vais faire mon truc tout seul et perdre, je crois qu'on le disait hors podcast ça, mais perdre au final des années de progression potentielle à vouloir essayer d'aller déchiffrer des informations sur Internet et tout, c'est très compliqué. Vaut mieux prendre quelqu'un qui a déjà 20 ans de recul sur la question. Et en plus, toi, t'accompagnes des grosses boîtes, donc du coup, t'as aussi cette expérience au plus haut niveau, entre guillemets. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas et l'investissement, se paiera pour lui-même plus tard, quoi. Exactement, c'est comme dans tous les domaines, comme avec vous, comme etc. Il y a des gens, vous passez des heures à vous former sur vos trucs. Moi, je me forme aussi sur mes spécialités. Je mutualise aussi tout ce que je vois, comme vous, avec vos adhérents. Vous avez tous les profils d'athlètes, les âges, les machins, donc vous savez. Donc moi aussi, je sais. Donc après, ça aide et évidemment. Et voilà, il vaut mieux. Après, ça coûte un petit peu d'argent, c'est toujours pareil, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà. Mais encore une fois, l'expert comptable pour vous, si vous pouvez pas faire appel à des gars comme moi, ça sera votre principal interlocuteur, donc choisissez le bien. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.